à celles et ceux qui nous écoutent, bienvenue au Maître Cube, le podcast qui parle de cubes et plus généralement du jeu de cartes Magic l'Assemblée. Je suis Lucas, votre hôte, et aujourd'hui je suis accompagné d'Antonin, amateur de Wasteland et mangeur de légumes. Antonin, comment ça va ? Bah écoute, moi ça va très bien. En effet, le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement mes légumes, donc on va pouvoir en parler. Globalement, tu as un cube, on en avait déjà un tout petit peu parlé la dernière fois, tu as un cube qui est centré autour des terrains. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, nous parler de quoi il retourne ? Pourquoi est-ce que ce cube, il est particulier ? Alors, ce cube, il vient principalement de ma volonté et de mon attirance particulière pour les archétypes terrain. C'est vrai que l'archétype terrain en Legacy principalement a toujours été un archétype qui m'a fait briller les yeux. J'ai jamais trop eu l'occasion de jouer, vu le prix que ça peut coûter. Mais voilà, toutes les synergies de terrain de manière générale, voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'a tiré. Et du coup, quand j'ai eu la volonté de monter mon deuxième cube, je me suis penché sur qu'est-ce qui me ferait plaisir à monter. Et du coup, c'est vrai que celui-ci était assez haut dans mon cœur. Donc je me suis lancé là-dedans. Voilà, c'est donc un cube principalement tourné autour de ce qu'on pourrait appeler l'archétype terrain, avec toutes les variantes que ça peut amener. C'est-à-dire que aggro va jouer beaucoup avec le landfall, contrôle va jouer un peu avec le domaine. On a pas mal de combos dans les terrains, on a pas mal de synergie, récursion, tout ça. C'est vraiment ce que toutes les cartes où, quand on montrait un cube et on aurait l'intention de rentrer un archétype terrain et qu'on doit faire des cuts, moi j'ai décidé de pas en faire et de les rentrer toutes. En plus de ça, j'ai l'impression que au-delà de juste avoir un nombre de slots limité, devoir faire des cuts, le souci c'est qu'un bon nombre de ces cartes-là, elles peuvent être assez parasitiques en fait, intrinsèquement. C'est facile dès qu'on a des archétypes avec le cimetière de pouvoir intégrer certaines cartes, vraiment quelques-unes qui fonctionnent bien, mais déjà si on prend une carte comme Creuser des mondes, donc qui est un artefact qui permet de rejouer les terrains depuis le cimetière, c'est très difficile tout seul d'en avoir une très très grande valeur, c'est-à-dire que si on s'en sert uniquement pour, entre guillemets, piocher des terrains depuis notre cimetière, c'est pas une excellente carte. C'est pas une très mauvaise carte, mais c'est pas une excellente carte. Non, c'est ça. Si on veut faire cet effet, on lui préfère sans doute un vrai N6 qui fait autre chose, justement. Exactement. C'est vrai que par défaut, beaucoup des cartes qui vont être dans l'archétype, dans ce genre d'archétype, sont uniquement dans ce genre d'archétype. Pas forcément beaucoup de tirs croisés là-dedans. Et pas toujours évident de bien les rentabiliser, même quand on les trouve tôt dans un draft. Par exemple, comme tu parles de Creuser des mondes. Ok, tu as trouvé Creuser des mondes, tu as voulu partir là-dessus, sauf qu'on sait que les fetch dans un cube, ça fait pas le tour. Ouais. Donc c'est pas toujours évident de bien avoir toutes les cartes pour vraiment le rentabiliser sur le cours de la partie. Et du coup, naturellement, ça t'a amené à penser un cube où justement tous les archétypes allaient d'une manière ou d'une autre graviter autour de cette idée-là. Et donc, nécessairement, ça t'a permis de construire des synergies beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes, qui vont pouvoir se relier à beaucoup plus de cartes à l'intérieur du cube. Et effectivement, ça donne un environnement que je trouve, moi, personnellement, très sympa à drafter. Après, moi, j'ai toujours adoré et les decks boui-boui et les terrains, donc je suis la cible. Voilà, ça a quand même tendance à boui-bouiter pas mal. Oui. Et c'est vraiment un cube qui a sa vraie identité. Moi, je pense que c'est ça que je trouve très chouette. Les agros ne ressemblent pas à des agros qu'on a l'habitude de voir. Les decks, entre guillemets, plus contrôle non plus. C'est une des choses dont on va parler après parce que justement, certains de ces archétypes, ils ont des identités un peu particulières. Mais je voulais juste, avant qu'on s'aventure un petit peu plus sur pourquoi est-ce qu'on voulait parler de ton cube aujourd'hui, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu plus sur le processus créatif par lequel tu es passé pour créer ce cube, à minima à la première version, c'est-à-dire de quoi tu es parti, quelles ont été tes premières étapes, c'est quoi le chemin un peu que tu as fait pour en arriver à, peut-être pas ta V1, mais au moins ta première version vraiment jouable et qui tourne un peu bien. Ouais, alors je pense qu'un des premiers trucs déjà qui m'a aidé à me lancer, parce que comme la plupart des personnes qui vont faire un cube, c'est souvent une idée qui trotte dans la tête pendant un moment, puis un jour il faut se lancer. J'ai découvert un système sur Cube Cobra qui était j'ai même plus le nom maintenant, les bundles, où en gros des gens ont déjà mis des packs de cartes qui synergisent ensemble. J'ai trouvé ça, je me suis baladé, j'ai commencé à avoir juste un bundle avec 10 fetchland. Allez, je vais essayer de voir si j'arrive à commencer à faire. Et du coup, je me suis juste baladé là-dedans. Et alors, les 10 Fetchland, les 10 Biland, les 10 Ravland, ok. Et du coup, une fois que j'avais commencé à faire ces bases-là, j'ai repris, pareil, une partie des decks que j'avais pu créer au fil des années.
principalement donc des decks de Duel Commander où j'ai pas mal joué des archétypes terrain. J'ai été regarder l'archétype Land en Legacy à travers les années, parce que c'est pareil, c'est un archétype qui a toujours été là, mais qui a beaucoup évolué. Et du coup, en regardant d'une année à l'autre, on peut voir, ah oui, tiens, c'est vrai que ces cartes, elles rentrent bien, elles rentrent bien. Puis une fois que j'avais fini un peu ce travail-là, je devais être à quelque chose comme 200 cartes. Et je me suis dit, bon, maintenant, il reste à lier tout ça. Seulement 200. C'était les cartes où il y avait clairement écrit terrain dessus. Voilà. Après, il fallait lier tout ça pour essayer de créer un cube intéressant à drafter et la possibilité de monter des vrais archétypes. Comme on va en parler après, c'est un peu un truc sur lequel j'ai raté, je pense. Mais du coup, c'est vrai que cette première version du cube, j'étais très content. Maintenant, un autre truc qu'on peut peut-être aborder tout de suite avant la suite, c'est la version actuelle du cube, qui a un petit peu varié elle déjà. Aujourd'hui, on est passé sur un cube qu'on appelle désert. Donc, il y a plus de cartes que dans un cube normal. L'objectif final, c'est d'arriver à 432 cartes. Là, je crois qu'il m'en manque encore quelques-unes, mais je sais ce que je vais rentrer dedans. Un cube désert, donc c'est un cube où tous les terrains de base sont de base prévus dans le draft. On draft des boosters de 18 cartes au lieu de 15. Par contre, une fois que vous avez fini de trouver toutes vos cartes, on ne vous redonne pas de terrain de base en plus. Il n'y a pas de land station, c'est finito. Vous faites avec ce que vous avez drafté. Et du coup, en fait, c'est venu naturellement de par le fonctionnement du cube qui a été, évidemment, comme on peut s'en douter, très chargé en terrain déjà de base. Ouais. Là où sur un cube 360 classique, on va osciller entre 60 et 100 terrains en fonction des cubes. Et encore, tu dis entre 60 et 100, c'est beaucoup plus fréquent autour de 60. Il y a même des cubes qui ont moins de 60 terrains. Alors, en général, c'est déjà plus 60, en marge haute. Mais en fait, dans les marges hautes, on est souvent à 100. Moi, j'étais à 120. J'avais dépincé, il y avait un tiers du cube qui était des terrains. En même temps, quand on veut appeler son cube un cube terrain, il faut bien ça. D'ailleurs, ta devise, c'était pic d'adulte obligatoire. C'est ça, le petit truc local. Le pic d'adulte, c'est quand on a le choix entre prendre une carte qui a l'air rigolote à jouer et prendre un terrain pour se fixer, pour être sûr de pouvoir jouer nos cartes. On a des drafteurs dans nos pools qui sont des enfants. On a des drafteurs qui sont un peu plus sérieux. Là, maintenant, dans celui-ci, il n'y a pas le choix. Quand un pic sur 3, c'est un terrain, il y a un moment, tu vas prendre des terrains même si tu veux pas. Exactement. Voilà. Mais du coup, c'est vrai que vu que j'avais déjà beaucoup de terrains, rajouter les terrains de base et quelques cartes en plus pour vraiment faire fonctionner cette idée de cube désert, ça s'est très bien fait. Le premier draft qu'on a fait avec, ça a fonctionné tout de suite sans trop avoir eu besoin de le travailler. Non, et puis il y a personne qui s'est retrouvé dans une situation où son deck était injouable, où il n'avait pas pris assez de land. Je pense que ce qui s'est fait et qui s'est bien passé, c'est qu'à la fois, on a la raison pour laquelle, en premier lieu, je me souviens, je t'avais parlé de cette possibilité-là de le passer en désert au tout début, il y a vraiment longtemps. C'est parce que comme le cube est autour des terrains, les gens vont naturellement être incités à prendre des terrains plus hauts que d'habitude, parce qu'il y a aussi plein de terrains utilitaires, il y a plein de terrains qui servent à faire des combos, il y a plein de... Tu vas te retrouver à avoir naturellement une densité de land plus élevée dans ton pool de draft, et un Valakut, même si c'est une très bonne carte, c'est aussi un terrain qui fait du rouge. Et donc, il va remplir ce rôle de juste avoir des sources de mana dans ton deck. Et la deuxième chose, c'est que, comme justement c'était une appréhension, on ne voulait pas que des joueurs aient une mauvaise expérience, tu as vraiment très bien briefé les joueurs lors de ce premier draft. Effectivement, ça s'est passé, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Ah ouais, il n'y a vraiment aucun souci. C'est vrai que un des trucs qui m'a aussi encouragé à passer le pas, c'est que quand je regardais la moyenne sur les drafts, les joueurs prenaient en général moins de 7 terrains de base. Et parfois, on a eu plusieurs personnes qui ont drafté qui n'en ont même pas pris déjà de base. En même temps, quand une carte sur 3 dans le cube est un terrain, ça aide. naturellement... Mais c'est vrai que du coup, quand on arrive là, en fait, tu te dis, autant mélanger 40 terrains de base dans le tas. Et ça a très bien marché. Et là aussi, un des objectifs sur ma prochaine mise à jour, ce sera de fluidifier un peu cette partie-là, qui a bien marché, mais qui peut être améliorée. Après, on ne parlera pas du fait que récemment sur Cube Cobra, les bots ont décidé que les forêts de base étaient de très loin le pic numéro 1 absolu. Alors, avant Wasteland, avant Demecutor. C'est un truc qui est très marrant là-dessus. C'est si on essaie de faire des drafts avec les bots, donc Cube Cobra, qui en général font des trucs un peu bizarres, mais ils ont un système de calcul de points pour chaque carte et ils arrivent à faire des trucs cohérents. Là, ils sont en PLS là-dessus. C'est-à-dire que quand on veut essayer de le drafter, si à un moment on espère avoir une forêt de base, il faut l'ouvrir. Parce qu'on ne la verra pas passer. Des bots qui sont partis à fond dans une stratégie espèrent leur deuxième booster, ils ouvrent une forêt, ils prennent une forêt. Quoi. En même temps, c'est une carte d'alpha. Hein. Il y en a 15 dans le cube, ça doit être importante. Du coup, et on sait que les cartes d'alpha, c'est des cartes plus puissantes que les autres. Hein. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ce qu'il fallait démontrer. Merci pour cette petite explication, un petit peu cette petite rétrospective. Aujourd'hui, donc,
on a une version de ce cube qui, comme tu l'as dit, est un cube désert, qui a à peu près une dizaine d'archétypes qui sont plus ou moins définis. Certains ont des identités assez fortes, mais certains pas trop. Je pense que vraiment une des faiblesses du cube, et ça s'est vu dès les premières fois, on a essayé de le drafter, on s'assoit à la table et il faut faire le pitch sur le cube. Et moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des terrains. Il n'y a pas d'archétype fort. Je peux vous dire qu'il y a un archétype aggro, qu'il y a un archétype contrôle. Après, ils sont pas très bien définis dans les couleurs. Rien n'est bien défini dans les couleurs. Aggro comme contrôle peut jouer 5 couleurs, peut jouer 2 couleurs. Mais en fait, c'est vrai que un des problèmes que j'avais principalement, c'est qu'on se retrouvait souvent avec des soupes d'un peu toutes les couleurs. Ce qui est normal quand, encore une fois, il y a autant de terrains de fixing. Il y a 2 cycles de chaque fetchland. Il y a les bilands, il y a des surveillands, il y a des ravelands, il y a des triomes. C'est très facile de se fixer. Domaine est un archétype, donc c'est normal aussi, mais c'est un point où j'ai une base June, mais cette carte Sultai, elle a l'air sympa. Moi, j'ai déjà pris des terrains qui font du bleu parce qu'il y a un moment, j'étais obligé de prendre des terrains qui faisaient du bleu. Je suis déjà à moitié fixé là-dessus. Et c'est vrai qu'on se retrouvait souvent avec beaucoup de drafts qui étaient un peu des soupes de toutes les couleurs, un peu des soupes de tous les archétypes. Il y avait 4-5 joueurs qui faisaient de la récursion de terrain, et du coup, ça fait 4-5 joueurs qui espèrent voir revenir des cartes de récursion de terrain, qui en voient revenir une, mais pas plus. Et du coup, les signaux n'étaient pas clairs, les archétypes n'étaient pas bien définis, et c'était pas la meilleure expérience pour moi dans le draft d'essayer de trouver où était sa place. Et c'est là où je voulais en venir en fait. C'est quand je parlais d'archétypes plus ou moins bien définis, c'est parce que tu as essayé en fait de donner des identités quand même différentes à certaines couleurs, à certaines paires de couleurs, mais ça a été très très vite un challenge, notamment parce que tu t'es rendu compte que la plupart des decks, ils avaient très envie de jouer Golgari. C'est ça, la base Golgari est évidemment très forte dans terrain. Juste pour faire aussi un point là-dessus, évidemment, des synergies terrain, on se dit, elles sont que vertes. Oui, elles ne sont que vertes. Donc on se retrouve avec 30 cartes blanches, pareil en bleu, pareil en or, pareil en rouge, et 70 cartes vertes. Et ça en soi, c'est pas un problème. Il y a plein de cubes ça marche très bien, qui ont des asymétries dans la représentation des couleurs, mais ça fait partie des contraintes en fait de construction, des particularités du cube, et notamment, ça génère des problèmes dans comment arriver à créer des identités colorées pour chacune des paires de couleurs, des trios de couleurs. Et c'est ça justement dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as envie de reprendre ce cube, tu as envie de le prendre un peu au corps pour essayer d'avoir des identités archétypales un peu plus fortes qui, à la fois, se distinguent mieux, c'est surtout ça, parce qu'il y avait des plans de jeu un peu cool et qui n'étaient pas tous les mêmes, mais ils avaient des parties un peu trop communes. On va prendre le temps justement de poser un petit peu les grands archétypes, les macro-archétypes qu'il y a dans ce cube pour les analyser. Et notamment, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de discuter de comment solutionner certains des problèmes que tu as rencontrés, comment arriver à créer un squelette qui a des parties plus différenciées avec des identités plus marquées pour que justement l'expérience au global, elle soit à la fois plus agréable parce qu'on aura la sensation de pouvoir drafter des decks plus différents, mais aussi dans la clarté et dans l'accessibilité, pouvoir donner des signaux plus clairs à tes drafteurs lorsqu'ils se posent à ta table pour la première fois et que tu sois capable de leur dire ça, en fait, c'est telle couleur, ça, c'est telle couleur, et si jamais vous commencez à avoir ça, vous pouvez partir sur ce trio de couleurs-là ou sur cette paire de couleurs-là et vous saurez quoi faire. C'est ça. À mon avis, il y aura toujours des soucis, principalement dû à ce que je te parlais au début, c'est-à-dire on est sur un cube complet qui essaye de faire fonctionner ce qui est dans n'importe quel cube un archétype. Et du coup, naturellement, tout le monde est intéressé par les synergies terrain parce que tout le monde va jouer avec ces synergies terrain. Donc, on a des cartes qui seront forcément toujours plus hautes, mais essayer de redéfinir bien les archétypes pour que, toi, tu as plutôt envie de tutor une combo, toi, tu as plutôt envie de faire de la disruption sur l'adversaire. Voilà, essayer de vraiment redonner des guides plus clairs aux joueurs pour qu'on ait moins cette sensation de nager au milieu d'une soupe. Et de manière générale, c'est, comme tu l'as dit, pas du tout un problème d'avoir des cartes qui ont une valeur intrinsèque ou relative différente. Non, ça me pose pas de problème, surtout que, a priori, tous les joueurs, ou presque, vont avoir du vert. Je crois qu'à chaque fois, il y a eu au mieux un joueur qui n'avait pas de vert. La plupart du temps, tout le monde en avait. C'est normal. Donc, il va forcément y avoir les cartes qui vont être juste auto-incluses, quel que soit l'archétype sur lequel on est.
Maintenant, c'est essayer d'en avoir peut-être un peu moins et que les autres soient plus clairs sur où elles vont et pas juste ah ouais, ok, bon, il y a écrit terrain dessus, je la prends et puis après, en fait, ah oui, mais elle va pas du tout dans ce que j'essaie de faire. La carte est pas claire et voilà. Globalement, un des points de départ de cette réflexion, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, 1 semaine, 2 semaines, j'écoute un podcast. Le podcast en question, je vous le recommande, donc c'est un podcast en anglais qui s'appelle Recross the Path et qui est réalisé par Cade. Et ce podcast est un podcast qui est dédié à, un petit peu comme on est en train de le faire là, d'une autre manière, de parler de cubes de plein de personnes différentes. Chaque épisode fait un focus sur un cube. Il y a un invité qui vient présenter son cube et Cade, justement, discute avec cette personne, leur demande leur processus, leur demande quelle est l'identité et parle justement de l'atmosphère, des mécaniques et vient dans le détail de ce cube-là. L'épisode en question parlait d'un cube qui s'appelle The Casebook of Tamiyo Planeswalker, donc le journal de Tamiyo, du Planeswalker Tamiyo, et qui est le cube d'une personne qui s'appelle Jake. Voilà. Donc Cade, Jake, merci beaucoup pour m'avoir donné l'inspiration de parler de ceci à Antonin. Pourquoi ? Parce que Jake, à un moment dans son processus créatif, alors lui il en est revenu, mais à un moment, son cube tournant fortement autour des indices et de cette mécanique, donc de ce petit token trinket, ce token artefact qui, si vous le sacrifiez en payant 2 mana, vous allez pouvoir piocher une carte. Il s'est retrouvé naturellement avec énormément de cartes bleues et de synergie autour du bleu. Et il avait ce déséquilibre un petit peu autour du bleu. Et la manière qu'il a eu d'essayer de le solutionner, ensuite il s'en est écarté, mais au début ça a été de se dire, est-ce que je créerais pas un cube avec des archétypes tricolores, mais non pas 10 archétypes tricolores, ni 5, 6 archétypes tricolores, les 6 archétypes possédant du bleu, en assumant l'idée que tout le monde allait drafter du bleu à la table, que c'était la base intrinsèque de chaque deck, et qu'ensuite, les joueurs allaient construire autour de cette base bleue, avec plutôt 2 autres couleurs qu'une seule, pour essayer de construire des archétypes avec des identités différentes. Dès que j'ai écouté ça, je t'en ai parlé, je t'ai envoyé le lien du podcast, parce que ça m'a frappé comme une espèce d'évidence de « Ah, mais il y a peut-être un truc à faire avec ça, avec cette logique d'assumer, plutôt qu'avoir plein d'archétypes, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'en avoir une dizaine, il y a peut-être besoin d'en avoir plus, et d'assumer l'idée que, comme chaque joueur veut drafter du vert, au moins en partie, comment est-ce que ce vert il peut devenir la colonne vertébrale de ce cube, même dans le discours qu'on fait aux joueurs, dans la manière de présenter les archétypes et donc comment ils s'articulent entre eux. Oui, donc il s'en est écarté lui sur son cube, mais la base entre un cube sur les indices et un cube sur les terrains, je pense que ça peut potentiellement plus s'adresser sur mon cube, mieux s'adapter. Donc ça c'est le premier point par rapport à ce que tu disais. Le deuxième c'est, l'objectif ça va être du coup de définir 6 archétypes tous liés au vert, 6 archétypes tricolores liés au vert. Ça n'empêche qu'il y aura toujours un archétype 5 couleurs avec domaine. Oui, ce serait pas surprenant de toute façon. Et qu'il y aura toujours des variantes de ça. Il y aura toujours un peu de splash aussi sur des 4e couleurs qui seront assez facilement dans ce cube, c'est normal. Mais au moins les bases seront définies pour que vraiment les gens sachent dans quelle direction aller. De toute façon, tu auras toujours un Antonin, un Cyril, un Mathieu pour pouvoir drafter 7 couleurs à la table. Ça n'empêchera pas. Ça a l'air rigolo. Écoute, il y a des wastes dans le cube. La 6e couleur est jouable. Ben voilà. Du coup, dans ce contexte-là, c'est pas parce que vous avez des archétypes définis dans votre cube que les joueurs vont s'y tenir. Vous pouvez avoir un cube avec 10 archétypes bicolores et tout de même avoir vos joueurs qui vont drafter 3 couleurs, voire même plus. C'est souvent d'ailleurs pensé aussi pour être fait. Enfin, c'est normal. Tout à fait. Sans aller jusqu'à dire que le concepteur du cube a tout prévu, parce que déjà c'est faux, et ensuite on est très heureux de se faire surprendre par des archétypes qu'on n'aurait pas imaginé, des synergies auxquelles on n'avait pas spécifiquement pensé. Mais au-delà de ça, oui, ça fait partie complètement du champ des possibles et de ce qui est prévu, de ce qui est tolérable, de ce qui est bon pour le cube, de permettre de la créativité, de combiner des choses qui n'ont pas été de manière rigide déjà pensées pour être combinées ensemble. Donc ça arrivera nécessairement. Non, l'idée c'est vraiment de poser un cadre, une structure plus intelligible pour les joueurs et qui aussi a plus de sens, parce que c'est une des choses à laquelle tu t'es confronté très vite et à laquelle tout le monde se confronte à un moment dans la gestion d'un cube, c'est quand on va mettre des cartes pour faire des passerelles entre différents archétypes, entre différentes synergies, différents éléments, et en fait on se rend compte que la carte elle est beaucoup plus forte si elle est draftée dans d'autres contextes,
Et du coup, en fait, la carte ne remplit jamais ce rôle. Elle n'est Le rôle jamais qu'on a voulu à utilisée l'origine. pour pouvoir tenir la place qu'elle était censée tenir et aider les decks qu'elle était censée aider. Parce qu'en fait, elle va juste être utilisée d'une autre façon pour faire complètement autre chose et pique beaucoup plus haut. Parce que dans ces archétypes-là, dans ces contextes-là, en fait, la carte est beaucoup plus forte. Globalement, si on essaie de repartir de ces idées de tricolorité, en fait, ça te ferait 6 archétypes en tout pour ton cube. C'est ça. Et il y en a... Je pense toujours quand même à 7 parce que pour moi, il y a toujours domaine qui Oui, sera 5 couleurs, bien sûr. qui pourra se mettre au-dessus, piocher un peu à droite à gauche, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir 6 archétypes qui définis et après, domaine qui essaye de s'intégrer là-dedans. Je vais pas travailler plus que ça, autre que les cartes domaine qui sont déjà présentes. Globalement, on le sait, il y a un de ces archétypes-là, on va dire c'est un peu notre point de départ. C'est ça. Le point de départ facile à atteindre. Le plus facile, c'est l'archétype aggro. Globalement, ça n'a jamais fait débat. Dans ce cube, aggro, c'est Naya. C'est-à-dire vert principal et rouge et blanc autour. Alors, dans le cas de Naya aggro, presque parfois le rouge est principal. Mais globalement, la colonne vertébrale de verte, elle est super importante pour les multiples land drops, pour plein de synergies de ce genre. Pour les récursions sur les fetch, ça peut s'entendre aussi. Voilà, Exactement. Ce genre de choses. Il y a des fight spells, il y a énormément de choses dans le cube qui de toute façon font que ça va être très dur de se passer du vert et on va être tellement récompensé pour drafter du vert que ce serait idiot de pas le faire. Cet archétype-là, c'est un de ceux qui s'est le mieux dessiné comme ayant une identité de couleur bien définie. C'est-à-dire qu'on voyait très clairement pourquoi ajouter du blanc, pourquoi ajouter du rouge, pourquoi ajouter du vert. Et pour le coup, les ajouts de bleu et de noir étaient beaucoup plus discutables, ce qui faisait que naturellement, l'archétype, il avait ce couloir. C'est un peu le seul qui était aussi facilement, aussi clairement identifié, parce que globalement, même des archétypes comme Jund, où clairement Jund, il y a une identité très très forte, ben même là, parfois, on avait des vraies utilités à rentrer, hop, un petit peu de blanc, hop, un petit peu bleu. Donc c'est vraiment ça, ce point de départ, et ça m'a en plus amené une autre question, cet archétype aggro, qui a été d'avoir un deuxième axe, et donc on va pouvoir potentiellement parler des deux un peu en parallèle, avoir un deuxième axe d'attaque qui est les différents macro-archétypes dans Magic, qui sont globalement aggro, donc vous essayez de mettre fin à la partie le plus rapidement possible en vous attaquant à la ressource de l'adversaire qui est ses points de vie. Vous avez ensuite contrôle où au contraire, on essaie de faire durer la partie, de prendre le temps parce qu'on va s'attaquer aux autres ressources de l'adversaire d'abord, notamment les cartes qu'il a en main et les cartes qu'il a sur le board, pour qu'une fois qu'il n'ait plus de ressources, ben là vous puissiez le battre avec un finisher, quel qu'il soit. Vous avez combo. Alors combo, c'est plus difficile de vraiment d'en parler comme d'un macro-archétype, mais là on va le faire dans le sens de un deck vraiment dédié à combo. L'objectif c'est d'assembler une combo le plus rapidement possible. Là l'idée c'est de dire que on ne s'intéresse pas aux ressources de l'adversaire. C'est ça, le que moins ce soit interactif possible. Exactement. Et juste enlever les points de vie, soit en une fois, soit en deux, mais vraiment... Ou autre chose que les points de vie. Parfois les cartes de la bibliothèque. Ça peut être enlever les cartes. Ça peut être... En tout cas l'idée c'est d'ignorer les ressources de l'adversaire pour assembler une combinaison de cartes qui fait gagner instantanément. Et il y a un autre quatrième macro-archétype. Souvent c'est pareil, on n'en parle pas comme d'un macro-archétype où c'est plutôt fallacieux de le faire parce que c'est un archétype qui, on va dire, une nature de gameplay qui en fait est intégrée au sein des différents decks. Mais il y a des decks qui sont vraiment dédiés à cela, ce sont les decks tempo. Et donc cette logique-là, c'est encore une fois un petit peu comme combo, on s'intéresse moins aux ressources de l'adversaire. En fait, l'objectif, c'est d'arriver à contrebalancer le fait que l'adversaire a plus de ressources que nous, en faisant en sorte qu'il n'ait pas le temps de s'en servir. Donc c'est une sorte de variante d'aggro, mais qui va le faire avec beaucoup plus d'interaction qu'aggro. Aggro en général va avoir moins d'interaction et va essayer juste de prendre de vitesse. Tempo va avoir de l'interaction pour gagner justement de la tempo, gagner de la vitesse, mais c'est de la vitesse artificielle. Tempo va gagner plus lentement, mais l'adversaire aura probablement accompli moins de choses, paradoxalement, en plus de tours, parce que Tempo va tenter de ralentir et d'handicaper l'adversaire. Et globalement, on a ces 4 macro-archétypes, et je m'étais vraiment posé la question, dans ton cube, aggro, ça a l'air d'être ça a l'air d'être cet archétype avec du landfall, clairement. avec des lynx des steppes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Tu poses des terrains, tes créatures elles grossissent. Et ensuite, ces 3 autres macro-archétypes, qu'est-ce qui pourrait être ? Vous avez bien calculé, 4 ça fait pas 6, donc à minima, il y aurait des doublons, il
il y aurait des macro-archétypes qui seraient représentés plusieurs fois. Oui, puis il y aura, parce que Tempo vient jouer aussi, il y a aussi cette soupe qui est mid-range, qui est aussi présente, et encore une fois, vu que beaucoup de cartes qui vont dans un archétype, en fait, s'intégreront dans d'autres, il y aura un peu cette variance, il y aura un combo qui sera défini. Ça paraît difficile d'imaginer ton même cube sans. si les combos dans le cube sont peu colorés, on va dire. N'ont pas une identité colorée forte. Du coup, elle pourra varier elle aussi, mais il y aura des archétypes combos. Par contre, le reste, ce sera une sorte de mélange qui va aller de est-ce que tu veux partir plutôt aggro jusqu'à plutôt contrôle, avec toutes les étapes au milieu. Donc voilà, avec des morceaux un peu plus tempo, des morceaux un peu plus mid-range, tout ça, voilà, ça va se mélanger. À minima, j'ai l'impression qu'aggro, c'est difficile de l'envisager autrement dans ton cube. En tout cas, un vrai deck aggro au sens où on l'entend, c'est-à-dire essayer de s'attaquer à la ressource point de vie de l'adversaire le plus rapidement possible. Ça peut dépendre à quel point tu veux considérer des cartes comme assaut sismique, comme des cartes aggro ou des cartes combo. En fait, j'ai l'impression que assaut sismique, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enchantement qui coûte 3 mana rouges et il vous donne une capacité activée que vous activez quand vous voulez, qui est défausser un terrain pour faire de blessures à n'importe quelle cible. Cet enchantement, il est au cœur dans le cube d'Antonin d'une stratégie qui va consister à avoir plusieurs cartes qui ont cet effet-là pour avoir plus de chances de les piocher. Et une fois que vous en avez une en jeu, vous allez vous servir de cartes comme par exemple Vie du terreau qui vont vous faire piocher beaucoup de terrain d'un seul coup pour soit contrôler le board en détruisant les créatures de l'adversaire, mais plus généralement, parce que c'est quand même vachement plus rigolo, pour les balancer à la tronche de l'adversaire et lui enlever ses points de vie le plus vite possible. Il faut que 10 terrains. Il faut que 10 terrains après tout. Et moins si jamais c'est avec Borborygmos enragé. C'est vrai. Globalement, cet archétype-là, j'ai l'impression qu'il est plus proche d'un combo que d'un aggro, parce qu'il va avoir besoin de beaucoup de setup pour commencer à mettre des dégâts. Alors, un deck aggro pourrait avoir comme finisher un assaut sismique, mais comme aggro dans ton cube a besoin de poser ses terrains pour faire des dégâts, Pour faire ses effets, j'ai l'impression que c'est difficile pour lui de les récupérer dans sa main. Il y a quelques cartes bleues qui lui permettraient de le faire, ça c'est un petit peu rigolo. En vrai... Petit indice sur quelle combinaison de couleurs va sans doute aller vers assaut sismique d'ailleurs, mais voilà. Voilà. Mais par contre, une des choses qui est un petit peu rigolote, c'est que tu pourrais rentrer des cartes extrêmement mauvaises, comme les cartes de Kamigawa avec balayage, qui permettent de renvoyer autant de montagnes que tu veux, autant de plaines que tu veux dans ta main, pour avoir un effet. Alors, c'est très 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 mauvais. Oui, mais j'aime les mauvaises cartes. Va falloir que tu me reparles de celle-ci. Ça marche. Parce que je connaissais pas. Donc la carte en question dont je te parlais, c'est Descente du Sokenzan. C'est un éphémère pour 3 mana dont un rouge. Il a Arcane en sous-type. Et il a donc balayage. Renvoyer n'importe quel nombre de montagnes que vous contrôlez dans la main de leur propriétaire. La descente du Sokenzan inflige à la créature ciblée autant de blessures que le double du nombre de montagnes renvoyées de cette manière. Donc c'est pour 3 mana, tu renvoies tes montagnes dans ta main et ensuite tu peux les jeter à la figure de l'adversaire avec assaut sismique, mais c'est une carte qui sert vraiment à rien d'autre quasiment. Tu sais que moi, en même temps de cette carte, parce que écoute, tu pourras l'essayer. Mais... C'est un éphémère, tu peux le faire en réponse à balance aussi. C'est vrai. Mais du coup, tu vas les déposer, ça peut l'air très très bien. Sauf si tu as ça dépend de l'objectif. Ou si tu as une carte qui permet de renvoyer tous les terrains que tu aurais mis au cimetière après un jeu, ce genre de choses. Mais du coup, autant les sacrifier sur balance. Oui. Bon, du coup, en tout cas, tout ça non, pour dire... je suis pas d'accord. Parce que si tu les as en main, ton adversaire va te sacrifier ses terrains. L'objectif, c'est d'avoir moins de terrain que ton adversaire pour que ce soit lui qui sacrifie. D'accord, dans ce sens-là. Donc pour le forcer à sacrifier ses landes. D'accord, ok, vendu. En tout cas, c'est pas une excellente carte, on peut pas le nier. Hein, c'est plutôt une très mauvaise carte. C'est pas fou. Toujours temps égal par ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avoir des cartes comme ça qui permettent de remonter des terrains dans ta main, en fait, tu vas le faire lors d'un ultime move. C'est plutôt quelque chose que tu vas faire en fin de partie. Là, c'est très combo après. C'est vraiment juste finir la game. Et c'est difficile d'envisager de le combiner avec un deck qui va mettre l'aggro en début de partie parce que, comme je l'ai dit, à part en ayant des cartes comme ça qui permettent de renvoyer tous tes terrains dans ta main, en fait, tes terrains, tu les as joués avant. Et si jamais ton draft il s'est pas parfaitement bien passé, peut-être que c'est pas des montagnes. Il y a ça aussi. C'est surtout ça qui est un peu dommage. Ça fait un ensemble qui fait que j'envisage peu cet archétype comme un véritable archétype aggro. Mais par contre, clairement, c'est un aggro combo dans le sens où la combo qui te permet de gagner la partie n'est pas une combo qui met 50 dégâts. C'est une combo qui va mettre un nombre de dégâts relatif. Si l'adversaire il est à 12 au moment où tu veux, entre guillemets, partir en combo, et ben ce sera vachement plus facile de tuer l'adversaire.
Donc c'est un archétype qui effectivement va avoir de l'utilité à mettre de la pression au début de partie. J'ai juste l'impression que c'est un deck qui aura plus de mal à le faire. Après, il y a des très bonnes cartes. Tu parlais de domaine. Si dans votre deck, vous avez un Cavru territorial, que vous avez ce genre de carte, ça va vous permettre potentiellement de descendre les points de vie de l'adversaire avant de le finir à distance. Et ça, c'est possible. Donc, voilà, ça c'est un exemple typiquement d'archétype un petit peu combo. On peut peut-être commencer du coup à parler de lui, vraiment, qui est cet archétype, on va dire, disons-le, assaut sismique. Voilà, il y a plusieurs cartes qui le font, mais cet archétype-là, j'ai l'impression que ça peut être un de tes archétypes tricolores. Je pense que c'est un des potentiels archétypes. Alors en fait, quand j'ai commencé à regarder, il y a beaucoup d'archétypes que j'ai commencé à vouloir essayer de faire et où je me suis rendu compte que ouais, mais en fait, cet archétype, il pourrait être de cette tricolorité-là ou celle-ci. Donc là, en fait, la couleur dont on va commencer à parler, c'est Témur. Donc bleu, rouge et vert, qui est une tricolorité qui pour moi a toujours été la plus bizarre. Vraiment, je pense que c'est vraiment celle qui clique le moins pour moi. Tu veux dire de manière générale De manière générale à Magic. C'est très étrange comme tricolorité, mais ça fait des choses, mais bizarrement. C'est que bleu et vert, ça a tendance à évoquer quelque chose de plutôt lent, de plutôt lourd, et rouge, pas du tout. Voilà, on connaît aussi, pas Simic. Alors Simic est aussi une association de couleurs qui est, pour le coup, je trouve assez étrange, comme les IZ. C'est toujours ces associations de couleurs où tu as vraiment deux couleurs qui essayent de pas du tout faire la même chose. Comment tu arrives à les associer? Et du coup, donc là, on en a deux qui s'assemblent très mal, avec une qui s'assemble très bien, mais absolument pas avec le reste. C'est-à-dire que Grul, on sait comment ça fonctionne, mais alors Grul avec du bleu, on est perdu quoi. Tout un concept. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait en fait, c'est pour chaque tricolorité, j'ai essayé de réfléchir un peu à quel archétype pourrait aller. Et j'aime beaucoup l'assaut sismique pour Témur, parce que déjà, en fait, j'ai découvert qu'il y avait un autre Borborygmos en Témur, justement, qui fonctionne comme assaut sismique à nouveau. C'est Borborygmos et Flupzup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, en fait, t'as pas essayé de le prononcer? Non, j'essaye pas. Non, En fait, il y a différentes manières dont je pourrais voir cet archétype avancer. Pour moi, on pourrait l'avoir sur une version tempo. C'est des couleurs qui pourraient justifier tempo. Mais tempo, par défaut, demanderait à avoir des menaces assez tôt. Et dans cette association de couleurs, j'ai du mal à avoir des bonnes menaces qui vont se tenir toutes seules. C'est ce que je disais. Du coup, je parle de Cavru territorial, mais en fait, c'est parce que c'est un peu un ovni. C'est ça. Une 5-5 pour 2, mais en fait, t'en auras pas 30 dans le cube des comme voilà, c'est vraiment une des rares où ça pourrait fonctionner. Même si on a des Tiger Sights qui pourraient essayer de se glisser ou ce genre de choses. Bon, c'est pas... Non, mais je suis d'accord. Du coup, moi, je suis plutôt parti sur un archétype un peu combo. Il y a deux façons dont je le vois partir. Donc, il y a assaut sismique qui peut finir. L'avantage d'assaut sismique, et on en reviendra plus tard, c'est la couleur bleue dans l'ensemble est problématique dans ce cube parce qu'il y a très peu d'interaction de terrain en bleu. La meilleure association de terrain que j'ai trouvée en bleu, c'est il y a plein de cartes qui font exactement ce que tu étais en train de parler tout à l'heure, le balayage, c'est-à-dire renvoyer des terrains dans ta main. Une des plus connues et des plus efficaces, c'est évidemment Trading Post. Donc Trading Post, qui est un enchantement pour un incolore, un bleu. Pour un générique, tu peux renvoyer un terrain que tu contrôles dans ta main. Tu as Trade Route. Trade Route, j'ai dit quoi? Trading Post, oui. Non, Trading Post, c'est un artefact et ça fait plein d'autres choses. C'est vrai. Donc Trade Route. Donc, route commerciale. Route commerciale. Donc pour un incolore, un bleu, un enchantement. Pour un générique, tu peux payer pour renvoyer un terrain dans ta main. C'est tout. Et pour un générique, tu peux défausser un terrain de ta main pour piocher une carte. Sur le papier, c'est pas fou. C'est 2 mana, renvoyer un terrain que vous contrôlez dans votre main, piocher une carte. Non, c'est 2 mana, mettez un terrain de votre champ de bataille au cimetière, piocher une carte. Ça, c'est 2 mana sacrifier un land de piocher, c'est pas fou. C'est pas fou. Mais avec assaut sismique, on a quand même l'avantage de dire bon, je joue mes terrains en début de partie pour essayer de ralentir un peu l'adversaire, pour essayer de mettre un peu, développer mes cartes, développer mon assaut sismique. Puis, je renvoie tous mes terrains dans ma main, je les défausse tous et je te tue. Et je vous confirme que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment un des aspects sur lesquels j'aimais bien aller. Parmi les cartes bicolores que je pouvais mettre, donc évidemment, si on est sur Témur, alors on a la base verte qui est évidente. On a pas mal de cartes Grul, c'est assez facile. Les cartes Simic ont pas mal d'effets pour piocher, ce genre de choses. Par contre, IZ, interaction terrain, là, ça devient un peu plus compliqué. Une carte que tu m'avais proposée, qui fait énormément de boulot, The Lost and the Dam, qui est une carte du coup des préconstruits Warhammer 40 000. C'est vrai, une carte du deck KO. C'est ça, du deck du KO. Et qui a un wording qui est parfait, qui est malheureusement la seule carte à avoir ce wording-là, que j'ai trouvé en tout cas, qui dit à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, s'il ne vient pas de la main,
vous pouvez mettre une 3-3, et pareil si vous lancez un sort qui ne vient pas de la main. Il y a d'autres effets qui font des effets un peu similaires, mais souvent c'est quand vous lancez les cartes d'ailleurs que la main, et parfois quand vous lancez les terrains d'ailleurs que la main, ce qui marche très bien avec les effets creuset des mondes, quand on joue les terrains depuis le cimetière, voilà. Le gros avantage de celui-ci, c'est évidemment que ça fonctionne avec les fetch. C'est-à-dire que pas au moment où vous jouez votre fetch land, il va rien se passer, mais au moment où vous allez chercher votre terrain et que le terrain que vous êtes allé chercher dans votre deck arrive en jeu, là ça trigger l'enchantement. Il vient de la bibliothèque et du coup ça trigger. Et donc, par rapport à toutes les cartes qui font ce genre de choses, comme je disais, en général elles disent il faut les jouer d'ailleurs que la main, et ben elles demandent d'avoir une carte qui permet de jouer d'ailleurs de la main. Donc elles demandent une autre carte vraiment pour synergiser. Là celle-ci, les fetch, c'est des cartes, oui c'est une synergie, mais elles sont tellement omniprésentes dans le cube que celle-ci fonctionnait très bien. Donc j'avais commencé à réfléchir sur des archétypes, jouer ailleurs que la main. J'ai pas trouvé assez de cartes vraiment pour le rentabiliser. Donc même si je pense que cet enchantement va rester, parce qu'il fonctionne trop bien, je ne pense pas qu'il restera indéfiniment. Par contre, dans les cartes très rigolotes que j'ai trouvées en Temur, il y a Flubs. Flubs, c'est quand même... Ne pas confondre avec Fubblefup. Non, pas Fubblefup. Flubs the Fool. C'est une grenouille pour Temur, donc un vert, un bleu, un rouge. Une puissante 0,5 qui permet de jouer un terrain supplémentaire à chaque tour. Jusque-là, ça va. C'est pas fou, il y en a d'autres qui font ça avec moins de contraintes colorées. Par contre, la deuxième ligne, elle est dure à faire fonctionner, mais quand on y arrive, c'est très rigolo. À chaque fois qu'on joue un terrain, on lance un sort, on pioche une carte si on n'avait pas de carte en main, sinon on défausse une carte. Alors là, c'est le bordel. C'est très dur à faire fonctionner, ça ressemble un peu sur le papier à l'enchantement qui est très fort en Storm Legacy. Et qui était mûr d'ailleurs. Qui était mûr aussi et qui va d'ailleurs sans doute rentrer. Que je retrouve juste le nom, Song of Creation. Ouais. Donc on est un peu sur un effet comme ça où on va essayer de juste plus avoir de cartes en main, piocher une carte, la jouer, piocher une carte, la jouer, piocher une carte, la jouer. Song of Creation, donc pour rappel, c'est un enchantement pour un incolore, un vert, un bleu, un rouge. On peut jouer un terrain supplémentaire à chaque tour. À chaque fois qu'on lance un sort, on pioche 2 cartes, et au début de notre étape de fin, on défausse notre main. Donc l'idée, vous l'avez bien compris, c'est qu'à partir du moment où on a ça en jeu, notre objectif, il n'est pas de prendre un autre tour, normalement. Voilà, c'est ça. Il n'est pas de défausser, il est vraiment de jouer. Ou alors vraiment un dernier. Oui. Mais souvent, non, ce sera plutôt de juste finir dans le tour. Alors ça, c'est une carte qui est très forte dans Storm. Faudra que je vois si j'arrive à l'intégrer, mais on pourrait être sur un espèce d'archétype. De toute façon, on est sur Temur, on sera sur un archétype bizarre, on va dire. Je pense que ce sera la meilleure manière de le définir, mais essayer de trouver des interactions là où on peut. Oui, d'ailleurs, rapidement, tu nous avais parlé justement donc de Borborygmos et Fubblefup. Est-ce que tu nous dirais rapidement ce que fait la carte ? Alors, Borborygmos et Fubblefup. Pour bien l'écrire, c'est FBLTHP. Et si jamais vous avez fait une faute d'orthographe, on est très en colère. Donc, deux incolores et Temur. Donc pour 5 mana, c'est une 6-5. Quand il arrive sur le champ de bataille ou qu'il attaque, on pioche une carte. Puis on peut défausser autant de terrain qu'on veut de notre main. Si une carte ou plus ont été défaussées de cette manière, il inflige 2 fois ce nombre de blessures à une créature ciblée. Et pour un incolore, un bleu, on peut le renvoyer en 3e position sur le dessus de notre bibliothèque. Donc pour le protéger, pour le rejouer. On est d'accord que le défaut de cette carte-là, par contre, c'est qu'elle n'est bien que dans une optique contrôle, parce que ça ne sert qu'à faire removal, ça ne sert pas à tuer l'adversaire. Tout à fait. Mais elle tue toute seule. En fait, c'est une 6-5. Si tu tues les bloqueurs et que tu vas juste mettre les dégâts dans la tête, ça fonctionne quand même. Et puis, toujours dans une logique où vous n'avez pas encore assez de terrain pour tuer l'adversaire, c'est une carte qui va vous permettre de prendre le board en tuant une créature, posant une créature. Et 6-5, c'est un peu plus gros qu'un Chupacabra. Et derrière... Normalement, si vous avez toujours des synergies pour récupérer les terrains de votre cimetière dans votre main avec des creusets pas avec des creusets des mondes, mais avec des des vies du terreau, etc. Et ben en fait, ça vous permettra quand même de vous réalimenter. Donc la carte a l'air assez chouette et pour le coup, elle exprime un petit peu ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire blinder ta main de terrain et les défausser pour faire des effets. Sachant que il dit aussi piocher une carte, puis vous pouvez. Rien ne vous empêche de juste faire ETB et phase d'attaque, je pioche, ce qui est déjà correct. Tout à fait. Un des autres axes vers lequel j'aurais pu envisager d'amener Temur, ça aurait été de rendre bleu un peu moins essayer de forcer le bleu avec les interactions de terrain et plus essayer de le faire comme une couleur pour lier les archétypes qui seraient attribués. Et une des manières que j'avais vu de faire ça aurait pu être, qui aurait d'ailleurs servi accidentellement à trigger les cartes comme The Lost and the Damned, toutes les cartes qui font qu'on joue les cartes d'ailleurs, ça aurait été de rentrer un peu de
Flashback, Steep, Snapcaster Mage, Ouais. Mage lance-vif, voilà. Pour en fait réutiliser les effets soit vert, faire de la rampe, et peut-être espérer aller plus vite vers du gros mana, ou surtout des effets comme Stone Rain, donc qui sont une des cartes rouges. Et du coup, où je me disais que Temur pourrait presque être une couleur de contrôle, sachant que dans ce cube, gérer les terrains, c'est une carte de contrôle. Oui, Vu l'utilité des terrains, vraiment les cartes rouges qui vont dire détruisez le terrain ciblé, permettent vraiment d'handicaper les plans adverses. Et donc, vraiment aller dans cette optique-là, de dire Temur, ça essaye de juste détruire toutes les ressources adverses. Et en mettant des cartes comme Mudhole pour éviter les retours des terrains. Voilà, une des belles cartes que tu m'as proposées. Hein, belles cartes de merde, mais alors dans ce cube, ça fait... qui est donc... Alors, il faut que je revérifie si c'est un rituel ou un éphémère. Ah, c'est un rituel, je crois. Hein. C'est très mauvais. C'est possible. C'est un éphémère qui, pour 2 incolores, 1 rouge... On dit du mal de Mudhole. Un éphémère pour 2 incolores, 1 rouge, exiler toutes les cartes de terrain du cimetière du joueur ciblé. Voilà, ça exile même pas les vôtres, elle est pas belle la vie. C'est ça. Globalement, j'ai l'impression que ça avait du sens d'appuyer là-dessus. C'était une des questions que je voulais te poser, qui était aujourd'hui le bleu dans son identité. Comment est-ce qu'il pourrait ou pas interagir avec la notion de cimetière? Dans ton cube, au final, il y a beaucoup de choses qui interagissent avec le cimetière. C'est vraiment un des éléments clés de ton cube, presque parfois plus que des cubes centrés autour du cimetière. C'est juste qu'on s'en rend pas compte. Il y a tellement de récursions, il y a tellement de choses qui vont te faire meuler, qui vont te faire récupérer des cartes de ton cimetière. Alors, il n'y a pas... comment dire, c'est pas un cube où vous allez pouvoir réanimer Griselbrand autour d'eux, c'est pas la question, mais en fait, il y a énormément de synergie avec ça. Et du coup, dans cette dynamique, oui, je pense que avoir des cartes bleues qui te permettent, soit en ayant été meulé, d'avoir des effets, soit des cartes qui vont te permettre de flashback des spells de ton cimetière, ça, je pense que ça peut avoir du sens. Et pouvoir dire, cet archétype-là, il va essayer de contrôler le board, parce qu'il faut faire attention, vous pouvez pas vous permettre de juste jouer des Armageddon dans votre deck contrôle, même dans ce cube-là, vous allez perdre la partie. Hein. Si votre adversaire joue une 2-2 et que vous n'avez rien pour la tuer, vous allez mourir en 10 tours. Oui, surtout qu'on est dans un cube où, encore une fois, il y a énormément de récursions de land. Donc, juste Armageddon, si votre adversaire il arrive à mettre sa récursion avant vous, il va revenir plus vite. Et aussi où il y a juste beaucoup de land. Donc, Armageddon et votre adversaire, il avait 3 terrains en main, t'en as un, il va reprendre la vitesse. Et, je suis d'accord. Voilà. C'est pas une carte qui est... C'est pas une carte qui rentrerait bien dans ce cube à cause de ça. Et du coup, dans cette logique, dire le but c'est de prendre le contrôle du board, on a des removals récursifs, on va avoir des plans de jeu qui vont ressembler à des Grove of the Burn Willows et Punishing Fire, ce genre de gameplay où on va tuer lentement tout ce que peut faire l'autre, on va un petit peu taper ses terrains, taper ses créatures en défaussant des landes. Et en fin de partie, on peut tuer rapidement parce qu'on a des options plus combo-ish, on peut faire des gros swings de dégâts avec nos enchantements qui nous font défausser des terrains pour faire des dégâts. Je pense que ça complètement du sens. Elle était dans le Maybe Board à une époque, Punishing Fire. Elle est sortie, mais maintenant c'est vrai que dans ce sens-là, elle pourrait presque se envisager. Punishing Fire avec le bosquet de Brûle-Saul, c'est vraiment... C'est une des cartes qui, à une époque, était un staple des Deckland. Ouais. Voilà. C'est un peu vieilli, mais c'est quand même une très très belle carte. Du coup, globalement, là on a vu Naya, on a vu Temur, mais il y a 4 autres grands archétypes dans ton cube. Je pense que... C'est quoi la direction que tu prendrais? Un autre, alors, on aurait pu rester sur le bleu. Je pense qu'on va faire un petit tour parce qu'on a parlé pas mal de toute la récursion terrain, qui est évidemment très présente en verte, très présente en Golgari aussi. Je pense qu'un des autres archétypes où j'arrive le plus à identifier ce que je veux qu'il fasse, c'est Jund. Parce que je pense que c'est la tricolorité qui rentre le mieux de toute façon dans l'archétype terrain. Il n'y a qu'à voir, on est rendu, je crois, en commandeur en tout cas, à 4 ou 5 zones de commandement qui dit juste renvoyer les terrains de cimetière en jeu. C'est un scandale, mais en même temps, ça a du sens pour Wizard of the Coast de pousser ça. Aujourd'hui, le commandeur, c'est un format extrêmement populaire et les terrains, de manière générale, en commandeur sont extrêmement populaires. La raison, il y en a plusieurs, hein, mais une des raisons qui est extrêmement simple à comprendre, c'est que globalement, si vous adorez les créatures, il n'y a rien qui va empêcher Jean Bobby de jouer ses détruisez toutes les créatures et du coup de vous regarder pleurer. Alors que par contre, si jamais vous jouez plein de terrains et qu'il y a quelqu'un qui ose sortir une carte où il y a de près ou de loin marqué détruisez tous les terrains, Armageddon et tous ces trucs-là, cette personne va être tellement bannie pour toujours et à jamais de cette table de commandeur que du coup, si vous jouez des terrains, vous êtes safe. Et du coup, c'est un thème qui est extrêmement populaire parce que
c'est très difficile d'interagir avec ce que vous faites. Mm. Et donc, générer beaucoup de mana rapidement en ramenant beaucoup de terrain et en ayant des synergies Landfall, ça a toujours été très populaire. Ça m'étonne pas que Wizard pousse ça. C'est intéressant qu'ils le fassent en Jaunt, effectivement, parce que vert, c'est évident. Rouge, on voit. Noir, on s'y serait peut-être pas trop attendu. J'imagine qu'ils le font parce qu'il y a les synergies cimetière. Justement. Voilà, noir, c'est la récursion, hein, c'est la couleur qu'on imagine pour ça, et du coup, ça fonctionne bien. Une des manières les plus efficaces qu'il y a dans le cube de tuer avec tous ces effets, c'est même pas tant de jouer avec les effets type Ramunap ou Creuser des mondes, c'est plutôt de jouer avec tous les effets qui disent ramener tous les terrains de votre cimetière en jeu. Ou évidemment, on va pouvoir faire des bêtises du type tous les sacrifier avant, mais la vision principale, pour moi, c'est la base pour Valakut. C'est-à-dire, on essaie de caler une carte, donc il y a une créature et un enchantement qui le font, qui dit tous vos terrains ont tous les types de terrains de base. Puis on meule au maximum son deck, on met Valakut et 5 ou 6 terrains au cimetière, on a déjà 5 ou 6 terrains qui sont présents, et on fait un effet, je ramène tous mes terrains. En gros, c'est Scape Shift, donc c'est change-lieu avec Extract Step. Le problème de change-lieu, ce serait un peu trop fort. Ouais, ce serait complètement cassé. Le cube rampe très bien. Oui, on peut avoir des interactions avec les terrains en jeu, mais si on garde tous nos terrains intéressants dans le deck, et ben en fait, on ne peut pas interagir avec. D'un seul coup, on prend change-lieu, on est mort. Bon, ça, ce serait pas intéressant. Du coup, l'idée, c'est de faire la même chose, mais en le ralentissant un peu. Le gros avantage ici, c'est qu'on a des plans B de cette façon de tuer. Principalement, comme tu disais, le noir, comment est-ce qu'on l'intègre là-dedans? On l'intègre principalement avec la carte Dread Présence, qui est donc une créature pour 4 et noir, c'est une 3-3. Et à chaque fois qu'un marais arrive en jeu, soit on perd un point de vie, on pioche une carte, soit on inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, on gagne 2 points de vie. Donc l'idée, encore une fois, on a une créature, on a un enchantement qui font tous les terrains, tous les types de terrains de base. Il y a aussi un petit terrain qui s'appelle Urborg, qui fait tous les terrains sont des marais. À quand un terrain qui fait tous les terrains sont des montagnes, je vous le demande? Ça existe déjà, il y a une carte qui fait tous les terrains sont des montagnes. Il y en a même 2. Ah, quelle belle carte. Non, l'idée ici, c'est vraiment d'essayer d'avoir des synergies où on essaie de piocher un maximum, on essaie de mettre un maximum de cartes au cimetière, puis on ramène tout d'un coup. On a un vrai bon soutien dans ces couleurs en Jund. Et c'est vraiment, encore une fois, Valakut, quand on le regarde, le deck change-lieu en moderne, à l'époque était surtout Temur, par exemple. Justement parce que le deck essayait de faire des rampantes grosses. Hein, donc pour 2, on essaye d'aller chercher un terrain, le mettre en jeu. On essaye d'augmenter le nombre de terrains qu'on a en jeu. Il y avait un peu de bleu pour dire mon adversaire en attendant il essaye de me tuer, du coup je fais Remand, je l'empêche. Puis ensuite je fais Snapcaster et je refais soit de la rampe, soit de la Remand pour continuer de me protéger ou pour continuer de ramper. On arrive à 8 terrains, on fait change-lieu, on a gagné. J'avais envie de le mettre dans ces couleurs au début et en fait je me suis rendu compte que vu la manière dont je l'ai orienté en disant on met pas change-lieu, à la place on met les effets tels que Lumra par exemple, hein, qui font partie de ces cartes qui disent juste mêler des cartes puis renvoyer tous les terrains en jeu. Et du coup je pense que Jund c'est vraiment l'archétype dans lequel je veux aller là-dessus. Et ça me donne aussi une deuxième base d'un deck où il se monte tout seul en fait. Ok, Naya c'est aggro, Jund c'est récursion de terrain. Et du coup, moi, ma question, c'est est-ce que ton objectif, vu que tu vas choisir de ne pas du tout orienter cette logique Scape Shift, en fait, ce Valakut deck qui va vouloir mettre beaucoup de terrain d'un seul coup en jeu, vu que tu vas l'orienter par le cimetière, est-ce que toutes les variantes de Scape Shift, de change-lieu, comme par exemple, il y a une nouvelle créature qui est apparue avec le dévorement de terrain, est-ce que toutes ces cartes-là, à terme, tu vas toutes les enlever du cube pour justement renforcer l'idée que ce n'est pas comme ça qu'on fait arriver plein de terrains d'un seul coup en jeu, mais que la manière de le faire, c'est bel et bien de d'abord se mêler et ensuite de jouer une carte qui la ramène. Je pense qu'il faudrait. Maintenant, cette nouvelle créature avec dévorement de terrain, j'ai bien envie de la tester un petit peu avant de l'enlever. On verra. Faut voir à quel point c'est juste Scape Shift bis. Je pense que c'est le cas en cube. Hein, ça a l'air. Hein. Quand on a 40 cartes dans le deck, ça a l'air d'être GG. Hein. Mais pour l'instant, je voudrais qu'elle soit lancée au moins une fois. On verra après. Je crois qu'elle a déjà été lancée plusieurs fois hein, déjà. Hein. Ah, j'étais pas à la table. Ouais, mais d'ailleurs, je crois que ça a fait bien gagner des parties. Hein. Ok. C'est possible que ça doit partir. Surtout qu'on commence à avoir pas mal d'effets qui permettent de ramener tous les terrains. On a eu aussi récemment le Summon Titan. Donc la créature saga qui fait mêler 5 cartes et puis au niveau 2 de la saga ramener tous les terrains en jeu. Voilà, ce genre d'effet un peu plus prévisible, un peu plus anticipable avec un counterplay qui est jouable en disant je gère ton cimetière. Voilà, ce genre d'effet serait sans doute plus safe pour un effet aussi puissant que Valakut, boum, t'es mort. Faudra voir dans quelle mesure est-ce que
justement des effets comme Mudhole, c'est un peu rigolo de dire ça, pourraient pas être trop oppressifs, faudra le jauger, mais à minima c'est important d'avoir des manière d'interagir avec ces plans de jeu là, parce que sinon ça va donner des plans de jeu complètement unfair, Oui. et ce serait dangereux pour juste le fun dans le cube de se dire bah en fait l'adversaire ignore tout ce que je fais et d'un coup il gagne et j'ai eu aucune fenêtre pour faire quoi que ce soit avec ce C'est qu'il ça, fait, ce il sera un faut, problème. il faut avoir les réponses, et il faut pas en avoir trop. Je pense que le deck peut se permettre de se faire gérer son Valakut par exemple, parce que encore une fois, il y a la créature qui fait la même chose, il y a aussi Chant des Morts, hein, qui fait des zombies. Enfin, des manières de tuer une fois qu'on a fait ça, il y en a plusieurs. Bon, si on a attendu vraiment d'avoir tous les terrains et qu'on voulait mettre 40 au lieu de tuer dès qu'on pouvait, oui, évidemment, on sera peut-être punir et on perdra la partie. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des gestions à cet effet-là, mais il y a aussi suffisamment de doublons et suffisamment de récursions dans ce genre d'effet pour dire que c'est par là que je veux aller. Et il y a un monde où je rentre aussi Endurance, qui peut aussi être une carte de défense contre un effet d'exil de cimetière. Là, globalement, on a parlé d'un archétype aggro, on a parlé d'un archétype plus contrôle, même si c'est un contrôle combo. On a parlé d'un archétype vraiment combo. L'objectif, c'est de te meler rapidement pour C'est ensuite ça. essayer de one-shot l'adversaire. Je voulais qu'on parle rapidement du 4e macro-archétype, justement parce que c'était une question que je t'avais posée il y a quelques jours. Cette question, c'est quid de tempo dans ton cube? Comment est-ce que dans un cube où poser des terrains, ça fait des trucs, comment est-ce qu'on peut interagir avec ça? Comment est-ce qu'on peut retarder l'adversaire? Et donc, je voulais savoir si c'était un macro-archétype que tu avais envie d'inclure, si tu n'avais pas envie de le faire. Parce qu'en fait, actuellement, il y a déjà des cartes dans ton cube qui remplissent ce rôle-là. Quelle carte tu penses? Je pense évidemment à Boomerang, je parle à Conundrum, qui est donc un enchantement qui, si jamais un terrain arrive en jeu sous le contrôle d'un adversaire et que ce n'est pas le premier terrain qui est arrivé sous son contrôle, alors l'adversaire doit renvoyer un terrain qu'il contrôle dans sa main. Ça fait que les fetchlands c'est vachement moins bien, mais ça fait aussi que si vous avez prévu de faire plusieurs land drops dans votre tour, vous allez être Tintin. Donc j'ai l'impression qu'il y a des cartes qui justement viennent attaquer l'accélération de l'adversaire, qui viennent remplir un rôle de tempo justement dans ce cube. Et je voulais savoir si c'est quelque chose que tu voulais pousser au cœur d'un archétype ou au sein d'un archétype, ou pas spécialement, y avoir quelques cartes par-ci par-là, mais que c'était pas un axe de design que tu allais pousser. Je pense que ces cartes, là où elles s'intègrent le mieux pour l'instant, et même à terme, ce sera toujours Témur qui essaiera de faire ça. Et en fait, pour moi, la partie tempo, la partie importante surtout, c'est vraiment de réussir à mettre une menace rapide puis ralentir l'adversaire. C'est vraiment cet axe-là. Et je ne sais pas s'il y a les armes pour mettre justement une bonne menace rapide à l'heure actuelle, et je ne sais pas comment l'intégrer sans que ce soit juste une carte qui va aller dans aggro directement. Oui, je pense que ça a du sens, et si c'est temporisé dans, comme tu dis, pas grand-chose, ben en fait ça se transcrira pas en un plan de jeu en fait. Ça, tu vas faire des choses, mais à la fin l'adversaire va dire bah, je m'en fiche, je vais poser mes cartes. Et c'est le genre d'effet qui est vite annulé aussi par des cartes qui sont très présentes. C'est-à-dire que si on commence par essayer de boomerang l'adversaire en se disant je le ralentis et je commence à le taper, bah, peut-être par exemple avec ma 3-2 Shroud dont je te parlais tout à l'heure avec mon petit tigre, voilà. Oui, on va pouvoir commencer à faire un bout de tempo. Par contre, je t'ai ralenti, je t'ai boomerang ton terrain. 2 tours plus tard, tu me joues Azusa et puis tu m'en remets 2. Bon, y a trop de cartes, je pense, qui vont à l'encontre de ce qu'on essaie de faire à ce niveau-là pour vraiment être satisfait à terme. Du coup, globalement, on a encore 3 grandes tricolorités. Est-ce que rapidement, on pourrait parler un petit peu des directions dans lesquelles tu les emmènerais? Eh ben, je sais pas. En gros, Bant, c'est très dur aussi. J'ai eu plusieurs plans pour Bant, réutiliser encore une fois toutes ces cartes bleues qui essaient de synergiser avec les terrains, c'est-à-dire en les renvoyant en main. Donc avec des effets type balance, ce genre de choses. J'avais nommé cet archétype avoir moins pour avoir plus, hein, essayer de dire oui, je suis un petit peu derrière, donc en gros une autre manière de faire de la value, hein, c'est-à-dire oui, c'est moi qui ai commencé à jouer, mais je me renvoie des terrains pour piocher des cartes, ce genre de choses. Puis je vais jouer toutes les cartes blanches qui disent si mon adversaire a plus de terrain que moi, je vais chercher des terrains. Du coup, en fait, j'arrive à rattraper le retard que j'ai pris en début de partie. J'ai du mal à voir si c'est un archétype qui a vraiment moyen de se battre avec d'autres archétypes type Jude ou autre. Je ne sais pas si ce sera très facile. J'aimais bien cette idée, ça rentrait bien dans
toutes les cartes bleues qui disent renvoyer des terrains en main, toutes les cartes blanches qui disent aller chercher des terrains si on a un manque l'adversaire. Je pense qu'il y a quelque chose à faire par là. J'ai pas encore trouvé les bons payoffs, je pense. J'ai vraiment le setup, mais j'ai pas les payoffs pour l'instant. J'ai l'impression que le problème de ce genre de deck, c'est que c'est un deck qui va jouer beaucoup le board, mais qui va avoir énormément de mal à prendre de vitesse des archétypes qui justement vont être soit très aggro, soit très combo. Alors l'objectif ne serait évidemment pas de prendre de vitesse, ce serait un archétype qui serait plutôt contrôle, qui a d'ailleurs les bonnes couleurs pour contrôle, hein. On a quand même toutes les sortes double chair, on a ce genre d'effet en blanc pour gérer le board, ce qui est déjà là, on a les effets contre en bleu, donc on a quand même des manières de se défendre derrière, mais c'est surtout comment on tue à la fin. C'est surtout ça que j'ai eu du mal. Et d'ailleurs, un des autres aspects où j'ai envisagé d'amener Bant, c'était sur un côté soit un peu plus taxe, soit aussi peut-être que ça pourrait être la couleur qui essaye de jouer avec les manlands, donc les terrains qui peuvent s'animer et devenir des créatures. Il y en a des bons dans ces couleurs-là. Surtout les monocouleurs pour le coup. Les bicolores sont pas fous dans ces couleurs-là, mais les monocouleurs sont. Tu dis pas du mal de. Encore, il y a Celestial Colonnade. Non, voilà. Tout à fait, pardon. Wow. Mais donc voilà, c'est vrai que Bant, j'ai un peu du mal. Il y a quand même une combo qui est très présente en Bant, qui est la combo Retreat to Corelheim, qui est une de mes combos préférées du cube, qui est un enchantement pour 2 incolores, 1 bleu, qui dit à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, choisissez l'un. Soit vous faites un regard 1, soit vous engagez ou dégagez une créature ciblée. C'est un enchantement qui est déjà de base et ok pour temporiser. Encore une fois, hein, il suffit d'avoir un fetch pour pouvoir faire arriver un terrain pendant le tour adverse et engager ces créatures pour pas qu'elles nous attaquent. Là où elle est très forte, c'est avec les quelques créatures qui disent engagez, mettez un terrain en jeu. Donc il y en a plusieurs qui disent mettez un terrain de votre main en jeu. Du coup, quand le terrain arrive en jeu, on va dégager notre créature et si on a été bon et qu'on a mis un Boonsland, il va revenir dans notre main et on va pouvoir le faire à l'infini. Ce qui va nous permettre de faire des landfalls infinis. Et du coup, cette combo, on a plein de manières donc déjà de la rentabiliser. On a pas mal de cartes avec landfall dans ces couleurs qui vont mettre des tokens ou qui vont mettre des marqueurs +1/+1. Et surtout, on a plein de manières bis de réussir à l'assembler. Donc une des manières qu'on a, par exemple, de remplacer cette retraite, c'est avec Intruder Alarm. Donc enchantement bleu, 2 incolores en bleu. À chaque fois qu'une créature arrive en jeu, dégagez toutes les créatures, sinon les créatures ne se dégagent pas. Donc là, si on a une créature qui dit à chaque fois qu'un terrain arrive en jeu, faites un token, et il y en a plusieurs, on va pouvoir dégager notre créature qui permet de remettre encore une fois. On a aussi des effets avec route de commerce dont on parlait tout à l'heure. On a soit des Boonsland, soit on a aussi un terrain bleu qui peut payer 1 pour se renvoyer en main. On peut avoir aussi une créature blanche qui dit payer 1 blanc et faire un blink sur un terrain. Donc là, il suffit de blink ce terrain, que ce soit une plaine, il arrive dégagé, on a à nouveau un blanc, on peut le refaire parce qu'on a dégagé notre créature. Donc voilà, on a plein de manières de le faire. Donc j'aime bien cette combo-là. Pour l'instant, j'ai pas eu trop l'impression qu'elle était peut-être bien repérée par les joueurs. Elle n'a pas été trop draftée. J'ai l'impression que la combo est connue et que les gens aiment bien la drafter. Néanmoins, le souci de cette combo, c'est que le deck devient très dysfonctionnel. Enfin, un deck combo dédié avec cette combo devient très dysfonctionnel sans la combo. Et donc est très vulnérable au fait d'avoir les pièces. Et pour le coup, par rapport à l'autre aspect dont tu parles, qui est plus cet aspect un petit peu taxe, un petit peu moins peu le plus, le défaut, c'est que c'est pas forcément des plans de jeu qui vont bien synergiser entre eux. Et j'ai l'impression que toi, tu t'inquiétais de comment tuer l'adversaire dans une logique justement un peu value. Beaucoup de ces effets-là sont accrochés à des créatures. Moi, je m'inquiète pas trop du fait de tuer l'adversaire. J'ai l'impression que c'est un deck qui peut prendre le board. Et c'est pour ça que je m'inquiète davantage de à quelle vitesse il va tuer l'adversaire en prenant ce board-là. Mais en tout cas, tu as une identité. Peut-être que justement, une des choses à jouer aussi avec ces couleurs-là, c'est le fait, tu l'as dit, de mettre des tokens, de mettre du board autrement. Les Manlands, j'ai l'impression que faut voir les cartes qui vont te permettre de synergiser avec. Évidemment, il y a des cartes comme Black Panther qui, on le sait, fonctionnent très très bien avec les Manlands. Noyendar, qui un jour j'arriverai à faire fonctionner. Mais Maintenant, si tu arrives à avoir des cartes qui animent tes terrains, ça c'est aussi une possibilité. Je pense qu'il y a des Nissa qui le font, mais il n'y a pas que des Planeswalkers. En fait, moi j'attends beaucoup de Earthbending voilà. qui va arriver avec Avatar. Il y en a un Earthbending en Avatar, je crois. On ne sait pas. Pour l'instant, tout ce qu'on a vu, c'est Toph
qui est en Aya. Après, on ne sait pas exactement, mais a priori, on a vu des cartes Ice-Bending vert, et je crois on en a vu des blanches aussi. Donc, si c'est en Aya, il y aura quand même des choses à prendre pour Bant à ce niveau-là. Et donc la question, ce sera l'ajout du bleu, en fait. C'est ça. Encore une fois, l'intérêt du bleu dans cet ajout, qui pour l'instant n'est pas évident non plus. Donc, voilà, moi je suis un peu... je pense que le côté animation de terrain, souvent, ça va pas être assez fort par eux-mêmes. Ça demanderait d'être dans un vrai archétype contrôle. Peut-être que c'est juste ça. Peut-être que c'est juste aller all-in sur le contrôle pour Bant. Et du coup, enlever justement un certain nombre de cartes qui disent si j'ai moins, alors j'ai plus. C'est ça. Pour, qui en fait, mais qui en fait avait quand même cet avantage. Et j'aimais bien la synergie justement du bleu qui disait renvoyer tous les terrains en main. Et avec, à la fois avec l'assaut sismique et à la fois avec ces cartes blanches qui permettent de refaire un peu de value et de vider son deck de tous ces terrains avec des cartes comme juste taxe en fait, hein, l'enchantement pour un blanc, on va chercher 3 terrains de base. Bon voilà, je sais pas trop encore quoi faire de Bant. C'est vraiment une couleur qui a du mal à vraiment s'intégrer, je trouve, à l'heure actuelle. Au niveau des deux autres, donc il nous reste globalement Abzan. Et il nous reste Sultai, c'est ça. Voilà. A priori, quand on regarde ton cube, on se dit que ça devrait pas être trop difficile de trouver des choses à faire avec. Et factuellement, c'est pas ça le problème. Il y a des très bonnes choses à faire avec. Le problème, c'est qu'ils font la même chose. Voilà. C'est le gros problème que j'ai. J'ai vraiment rempli mon tableau en me disant, ok, qu'est-ce que je peux faire à Sultai, qu'est-ce que je peux faire à Abzan. Et en fait, alors Sultai, je pourrais l'amener un peu plus vers le contrôle. Là où Abzan pourrait aller un peu plus vers la taxe. C'est le seul truc où j'ai une vraie différence. Sinon, les deux pourraient être réanimateurs et seraient très bons en réanimateur. Les deux pourraient être axés sur un des archétypes préférés du cube, qui est l'archétype bataille. Qu'est-ce qu'il est bien cet archétype. Donc, pour donner un peu le background sur cet archétype bataille, évidemment, on est sur un cube terrain, donc on veut tuer avec des terrains. Un des meilleurs terrains pour tuer, c'est le terrain Dark Depths. Donc, Dark Depths, pour ceux qui ne connaissent pas encore une fois, Profondeurs obscures. Un terrain qui ne fait pas de mana, qui arrive avec 10 marqueurs. On peut payer 3 pour enlever un marqueur. Et à n'importe quel moment, s'il n'y a plus de marqueur dessus, on le sacrifie et on crée une 20-20 vol indestructible qui s'appelle Maritlage. Piou, piou. Voilà, ça a tendance à tuer. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à enlever tous ces marqueurs. Il y a deux manières principales de le faire. À l'heure actuelle, celle qui est la plus utilisée, c'est avec le terrain scène de théâtre, qui est un terrain pour 2 incolores et on l'engage. Il devient une copie d'un autre terrain. Donc on fait une copie de cette Profondeurs obscures. Du coup, on a 2 terrains avec le même nom qui sont légendaires, donc on va sacrifier celui qui a 10 marqueurs. On a un terrain qui n'a pas de marqueur, on le sacrifie, on fait la 20-20. Ça, celle-ci, c'est la partie forte. Enfin, c'est très fort parce que c'est dur d'interagir avec. Et surtout, c'est incolore. Et l'autre truc donc qui ça est va très un peu fort, partout. c'est que du coup, comme c'est incolore, comme tu dis, tu peux le jouer là où tu veux. Et le noir, là, devient extrêmement fort, noir et vert. Parce que c'est là où tu vas avoir tous les tuteurs qui vont te permettre d'accéder aux cartes de ta combo. Tous les tuteurs à terrain vont être verts. On a la récursion également qui va être beaucoup sur l'archétype noir et vert, hein, qui sont les deux, Sultai et Abzan, et Jund aussi, qui le fait déjà beaucoup. Donc on est beaucoup là-dessus. Une des autres manières d'enlever tous les marqueurs de Profondeurs obscures, c'est le sortimage vampire. Voilà. Donc qui est une créature pour 2 noirs. C'est une 2-1 initiative et on peut la sacrifier pour enlever tous les marqueurs d'un permanent ciblé. Ça tue les planeswalkers, c'est vachement fort. Ça tue les planeswalkers. C'est très fort aussi là-dedans. Donc évidemment, on le sacrifie, on enlève tous les marqueurs. Maintenant, on a 2-3 autres cartes qui le font. On a un Eldrazi qui est sorti il n'y a pas longtemps qui le fait aussi. On a, du coup, qui ont fini par rentrer dans le cube, quelques cartes qui enlèvent un nombre défini de marqueurs. On a par exemple la petite puce artefact qui dit pour... Donc c'est une 1-1 pour 1 artefact. C'est Parasite de Maléfice. Voilà. Et du coup, pour 1 mana Phyrexian noir et X, on enlève X marqueurs. Donc pour 1 mana, on enlève un marqueur. Au lieu de 3 mana, on enlève un marqueur. C'est un meilleur ratio. C'est un meilleur ratio. Le problème en fait que j'ai eu avec ça, c'est que c'était très marrant de rentrer toutes les manières d'enlever les marqueurs de Maritlage. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul Maritlage et plein de manières de l'enlever. Et un des très bons ajouts qui a été fait du coup grâce à l'idée de Lucas, c'est de rentrer toutes les cartes qui sont les batailles. Donc qui sont encore une fois des cartes qui quand elles arrivent en jeu ont... souvent quand elles arrivent en jeu, elles ont un effet ou des fois elles ont un effet passif. L'adversaire ciblé devient le défenseur de cette carte et on essaie de l'attaquer pour enlever les marqueurs. Mais avec toutes ces cartes, on peut juste enlever les marqueurs qu'il y a dessus et tout de suite la retourner, faire l'effet qu'il y a de l'autre côté, qui sont souvent des effets très forts parce que c'est pas évident de les récupérer. Et là, on peut assez facilement les tricher. Autant la mécanique de bataille,
on l'a vraiment plus vu en dehors du limité la marge des machines. Autant, par contre, les batailles en elles-mêmes, beaucoup, comme tu le dis, sont très fortes. Il y en a eu quelques-unes qu'on a vues dans des formats comme le Duel Commander, je pense à Invasion de Gobakan, ce genre de cartes-là, mais où on a vu peut-être en Pionnier. Mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait leur trou, parce que, comme tu l'as dit, l'investissement pour aller les retourner, il est trop important. C'est ça. Mais dans le contexte du cube, de manière générale, si c'est une mécanique que vous aimez bien, moi je vous recommande de l'essayer, parce que c'est assez fun de jouer avec des batailles, Ouais, même sans ça- les mécaniques pour tricher avec. Et là, pour le coup, avoir autant d'outils qui nous permettent de les retourner plus facilement, ben, ça a fait plein de plein de payoffs auxquels on n'est pas trop habitué et qui sont hyper agréables, et certains sont super forts. Il y a des Vras qui se retournent en des bêtes super solides. C'est ça. Il y a des Oui, mais c'est la noire, donc qui est une Vras pour 6. Et quand elle se retourne, elle continue d'enlever les marqueurs. on a Donc, aussi la carte Orzhov qui en fait va permettre de récupérer, va mettre des tokens. C'est une réanimation sur un permanent. Et une fois retourné, oui, à chaque tour, on met des tokens en jeu. On met 2 à 1 vol, sachant que tes jetons ils ont +1/+0 et le lien de vie. C'est ça. Ouais, c'est solide. C'est pas mal. Ça joue. Donc ça, c'est un archétype qui est très présent dans le cube, qui est encore une fois très vert. En gros, on en a une verte, ensuite on en a une noire, et on en a une noire verte, une noire blanc pardon, et une rouge. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a que ça. Une des idées, ça aurait été peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient intéressantes pour essayer de plus l'axer dans une direction. Il y en a aussi une dimière, tiens, c'est vrai. J'ai essayé de regarder comment rentabiliser ça. Et en fait, j'ai des cartes intéressantes pour le faire en blanc. Alors on a aussi utilisé cette capacité à enlever les marqueurs pour rendre les overlords des créatures plus rapidement. Et un Overlord de blanc qui est fort. Alors pour l'instant dans le cube, il y a l'Overlord vert, parce que c'est la base. Il y a l'Overlord noir qui est très fort dans cet archétype aussi. Oui. Le blanc est très bon, le bleu est très bon aussi. Donc on pourrait en rentrer un, à voir lequel. Quand j'ai essayé de regarder est-ce que cet archétype, je voudrais plus le mettre en blanc ou en bleu, donc j'ai commencé par retourner dans les batailles. On a une bataille blanc et noir qui est aussi assez intéressante, qui permet d'exiler un artefact ou une créature qu'un adversaire contrôle. Mais on a aussi une bataille bleue qui permet d'aller chercher n'importe quel éphémère ou rituel dans notre cimetière, notre deck ou notre sideboard. Et quand elle est retournée, qui nous permet de, à chaque fois qu'on lance un éphémère ou un rituel, on le copie. C'est costaud. L'effet d'arrivée en jeu peut aller chercher le sort qui enlève 5 marqueurs, par exemple, ce genre de choses. Donc en fait, je suis très embêté. Je suis dans une impasse. Tu as des bonnes cartes blanches et des bonnes cartes bleues. Il y a des bonnes cartes blanches. Il y a une carte blanche aussi qui rentre un peu dans les autres archétypes qui arrive avec un marqueur +1/+1. Puis on peut enlever un marqueur d'une cible pour aller chercher un terrain si un adversaire a plus de terrain que nous. Par rapport à l'archétype bande dont on parlait avant, d'avoir moins que l'adversaire. On a des cartes Sultai aussi qui font des effets type retirer un marqueur d'un permanent. Soit tu copies un token, soit tu pioches une carte. On a des sagas intéressantes dans toutes les couleurs évidemment. Donc c'est intéressant quand on a des effets qui permettent pour X par exemple d'enlever X marqueur, donc de juste garder les sagas en vie le plus longtemps possible, refaire les effets plusieurs fois. Je ne sais pas dans quelle direction aller sur cet archétype-là. En fait, ce qui pourrait t'orienter, ce serait de trouver justement une direction sympathique pour un autre, pour le deuxième archétype, ce qui te permettrait de te décider à te dire je le mets plus Sultai ou je le mets plus Abzan. Oui, et du coup, le problème, c'est que l'autre archétype, l'autre tricolorité, là où je voudrais l'emmener, c'est un peu la même. C'est-à-dire que ça pourrait être... En fait, quel que soit lequel des deux je mets sur la partie bataille, l'autre serait sans doute réanimateur. La question, c'est si je dis ça, du coup, admettons, je dis Sultai devient l'archétype bataille. Du coup, Abzan devient réanimateur, sauf que pour que Abzan soit réanimateur, ça passe par des batailles. Et dans ce cas-là, et du coup, fait dans l'autre sens. En fait, les signaux deviennent pas clairs. Oui, d'accord, je fais dans l'autre sens. Du coup, Abzan devient l'archétype bataille. Du coup, Sultai devient l'archétype réanimateur. Sauf qu'une des batailles d'Abzan, c'est une bataille qui réanime. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est possible que le choix que tu sois obligé de faire, ça va être de t'interdire certaines cartes, même si elles sont bien, pour avoir un moins de passerelles. Après, au contraire, tu peux assumer le fait qu'il y ait des passerelles de la manière qu'il y aura toujours des passerelles entre ça et d'autres archétypes. Landtax, je vais pas vous mentir, si jamais en jeu, vous avez mis, allez, on va dire un plateau pour jouer votre Landtax. Ensuite,
vous avez dit je ne joue pas de terrain. Vous allez récupérer 3 basiques. Ensuite, vous mettez une montagne. Ensuite, vous mettez une montagne. Vous avez récupéré des basiques à chaque tour. Je vous assure, les 10 landes, vous les avez pour votre petit assaut sismique. Vous allez tuer votre adversaire. C'est ça. Et du coup, cette carte blanche, elle sera très bien dans votre deck Témur. Donc, des passerelles, il y en aura. C'est pas la question. La question, c'est combien, comment et quels sont les signaux. C'est ce que tu disais. C'est vraiment... Et c'est un des problèmes, par exemple, par rapport à la partie Valakut et Témur. Une des cartes que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé très tôt quand j'ai commencé à monter ce cube, c'est il y a une créature une créature bleue pour un bleu qui dit juste, quand elle arrive en jeu, vous choisissez un type de terrain de base et tous les terrains que vous contrôlez sont de ce type de terrain de base, qui était une très bonne carte pour Valakut. À l'heure actuelle, Valakut, moi j'ai plutôt envie de le proposer sur du Jund. Est-ce que cette carte doit rester en bleu en fait? C'est vraiment aussi une question qu'il faut se poser. Parce que oui, c'est une bonne carte pour ce deck. Est-ce qu'on dit juste cette carte, elle n'est pas dans la bonne couleur, il faut juste splash bleu quand on veut jouer Valakut? Je ne sais pas non plus ce que ça envoie comme signaux. Mon petit conseil, dans ce cas précis, ce serait déjà de te dire est-ce que cette carte-là, elle va avoir une utilité dans une autre couleur? Je sais que quand on veut essayer d'avoir des rails un petit peu plus carrés et qui guident un peu plus, avoir des cartes qui sont uniquement dédiées à un archétype mais pas dans la couleur de cet archétype, en général, c'est très casse-gueule. Oui. Donc, je recommande pas trop. Pour donner l'exemple de cette petite créature 1-1 pour 1, qui est bleue, si le message qui est envoyé, c'est que Valakut, c'est Rakdos, pardon, c'est pas Rakdos, mais c'est Rakdos plus vert, c'est jaune. C'est ça, c'est jaune. Du coup, peut-être que c'est pas une bonne idée qu'elle y soit par rapport aux signaux. Et donc, ça va être un trade-off. Ça va être à quel point est-ce qu'on veut rendre les signaux plus clairs, à quel point on veut ajouter de la redondance. Et c'est possible que la redondance, elle soit plus importante dans le contexte de votre cube. Aujourd'hui, la taille de ton cube, elle a augmenté. Avoir un peu plus de cartes qui vont justement remplir certains rôles spécifiques pour des combos, ça peut être très important. Moi, là où j'aimerais t'emmener justement en termes de réflexion sur tes deux archétypes qui sont Sultai et Abzan, ça va être de poser tes archétypes un peu différemment. Aujourd'hui, on peut raisonner en 6 archétypes tricolores, qui sont donc 6 archétypes avec du vert. On peut aussi les réfléchir en 6 archétypes bicolores plus du vert. Oui. Et si tu réfléchis comme ça, tu peux aussi penser tes cartes bicolores. C'était toi qui me l'avais dit justement, mais je pense que c'est important d'en reparler. Tu peux aussi réfléchir tes cartes bicolores sans vert, comme justement tes signposts, tes panneaux de signalisation. Les cartes qui vont dire l'archétype, il veut faire ça. Et dans cette dynamique-là, il y a un monde où la bataille pour 5 mana qui ressuscite une créature, si ça se trouve, elle est problématique. Par le fait que c'est une bancarte qui dit réanimator et bataille, et elle dit les deux. Alors peut-être qu'elle est tellement bien qu'il faut quand même la laisser. Mais ça, je pense que ça fait clairement partie des cartes qui rendent les signaux les plus flous. Alors que si jamais tu as une bataille noire qui réanime, en fait, c'est pas choquant. Et tu comprends qu'elle puisse rentrer dans les deux archétypes. Oui, bien sûr. Et ça a du sens. Ça fait de la cross-pollinisation. Ce dont je vous ai déjà parlé et je vous reparlerai énormément, qui est le fait d'avoir des cartes qui vont rentrer dans plusieurs archétypes en même temps, qui vont justement créer des passerelles et rendre le draft plus intéressant. Peut-être que ces cartes bicolores non vertes ne sont pas un bon endroit pour en faire, parce que sur le papier, si on suit tes archétypes tricolores, elles ne sont pas censées rentrer dans plusieurs decks. Je suis d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Alors après, du coup, encore une fois, le problème, c'est qu'on a une bataille d'Ymir qui dit aussi Meulé. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je pense qu'il y en a sans doute une des deux qui devra partir, parce que les deux donnent la même chose. Il y a aussi une autre option que je voudrais voir peut-être avec toi. Ce serait juste de dire que Abzan, c'est bataille et réanimator. Oui, ça c'est complètement Parce possible. que là, cette bataille, justement, comme tu dis, c'est un très bon signpost de dire voilà ce que fait ces couleurs-là. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je fais de Sultai. Et là, pour le coup, j'ai pas encore trouvé d'autres options. Parce que même contrôle, en fait, c'est pas les meilleures couleurs pour le faire. Enfin, il y a quand même une des meilleures cartes de contrôle du cube, qui est Airtide, qui est très fort, de faire un effet stifle sur un terrain. Dans ce cube, c'est souvent On parlait très de fort. profondeurs obscures. Là, ça marche pas trop mal. Alors non, ça ne marche pas. Parce que profondeur d'obscure, la manière dont ça fonctionne, fait que c'est Oui, insensible je suis trop à con. Stifle. Mais, par exemple, quand même, Stifle, l'effet du sortimage vampire, ou Stifle, l'effet de scène de théâtre pour copier le terrain, ça fonctionne très bien quand même. Donc c'est une bonne carte pour contrôle. Je suis pas sûr que juste dire contrôle, c'est Sultai, ça sera suffisant en fait. Il faudrait trouver un archétype pour Sultai, et le seul en fait que je vois qui rentre, c'est soit bataille, soit réanimator. Donc c'est vrai que je suis dans l'impasse.
en sachant que la difficulté que tu pourras rencontrer, c'est que des synergies avec les marqueurs, autant plus général, puisqu'on parle de bataille, et des synergies réanimateurs, en fait, vont pas du tout dans le même deck, c'est pas du tout les mêmes choses. Et du coup, même s'il y a des cartes qui font des passerelles, en réalité, c'est pas les mêmes plans de jeu. Il y a un plan de jeu qui va avoir beaucoup en général de d'énableurs à marqueurs ou des moyens de prendre le board pour aller taper les batailles. De l'autre côté, un archétype qui va vouloir jouer beaucoup plus avec son cimetière. Et donc, même s'il y a des batailles qui aident à faire du réanimateur, en réalité, je pense que c'est des archétypes qui sont très différenciés. Pour le coup, je sais pas si c'est. Pour le coup, j'ai trouvé que ça allait plutôt bien ensemble, justement, dans l'idée de, principalement du sortilège vampire, encore une fois, de dire j'enlève tous les marqueurs de telle bataille, puis je réanime le sortilège vampire qui me permet avec ma bataille, qui me permet de le sacrifier pour retourner cette bataille directement. On a une bataille verte qui permet aussi de récupérer les cartes du cimetière et de pouvoir les jouer. Après, j'ai l'impression que avoir de la récursion et avoir des réanimateurs, c'est des choses un peu différentes. Peut-être que tu voulais juste parler un petit peu récursion. Mais dans ce cas-là, c'est un archétype complètement différent, j'ai l'impression. Je pense qu'il ne s'agit plus de la même chose. Les cartes de réanimation ne font pas tout à fait la même chose. C'est possible. Mais en tout cas, c'est un challenge, je pense, super intéressant à amener. Je comprends qu'il soit pas évident parce que la base Golgari qui unit les deux decks en fait est tellement solide en plus. Tellement solide et tellement importante en fait pour beaucoup de decks, même les autres en fait. C'est très facile de splash un peu de noir juste pour se donner un petit peu de récursion sur ces effets qu'on veut avoir. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment une base qui est dure à lier, je trouve. Ces deux archétypes, je n'arrive pas à prendre de décision pour l'instant. Terminons cet épisode avec notre section Sous les radars, où l'on parle de cartes jouées dans moins de 1% des cubes sur Cube Cobra. Antonin, de quelle carte souhaites-tu nous parler aujourd'hui ? La carte dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui est la Fosse aux offrandes. Donc, c'est une carte qui est assez récente. C'est une carte des Cavernes oubliées d'Ixalan. Récente dans le sens 2023. Mais, fin 2023, il y a 2 ans en fait. C'est ça, il y a 2 ans, à peu de choses près. Qui est à l'heure actuelle joué dans seulement 0,43% des decks sur Cube Cobra, ce qui représente 1242 decks. 1242 cubes, tout à fait. Donc, que fait cette carte ? Il s'agit d'un terrain, Tata, surprise, avec le sous-type cave, donc on n'en voit pas tant que ça. Elle arrive sur le champ de bataille engagée. Quand elle arrive sur le champ de bataille, on peut exiler jusqu'à 3 cartes ciblées depuis les cimetières. Ensuite, elle s'engagera pour faire soit un mana incolore, soit un mana de la couleur d'une des cartes exilées. Sachant que vous pouvez répartir entre des cartes de votre cimetière et des cartes du cimetière de l'adversaire. On peut faire un peu des deux, prendre des cartes de l'adversaire qu'on n'a pas envie de revoir, prendre des cartes de chez nous pour se fixer en couleur. Voilà, on a les options. On est d'accord que cette carte, elle nous fait fortement penser à un autre terrain. Voilà, qui s'appelle Bojuka Bog. Marais de Bojuka. Marais de Bojuka, donc qui est la carte emblématique des terrains qu'on peut envisager pour gérer les cimetières adverses. Moi, ce que j'aime beaucoup sur cette carte, principalement dans le contexte du cube, c'est vous pouvez donner une arme à vos joueurs similaire au Marais de Bojuka, sans pour autant dire que vous allez entièrement détruire tout le cimetière adverse. C'est certaines stratégies cimetières qui peuvent exister vont demander une quantité de cartes et une carte clé en payoff, et du coup juste dire j'enlève les quelques cartes qui m'embêtent, mais j'enlève pas entièrement tout ton cimetière. C'est aussi une manière de donner une bonne arme pour gérer les cimetières sans dire je t'ai nuque ton cimetière, tu joueras plus jamais avec, fini. La game est finie. Voilà. Moi c'est une carte que j'ai beaucoup aimée aussi, principalement dans un autre cube que j'ai, qui est le cube Commander multijoueur, parce que elle n'a pas d'identité colorée. Donc c'est aussi un petit bonus pour faire ce genre d'effet là. Ça n'est pas toujours une question que vous allez vous poser, mais ici, avoir une carte qui potentiellement peut se fixer, dire je t'enlève une carte qui m'embête chez toi et 2 cartes chez moi, du coup ça devient un biland, voire un triland s'il y avait des cartes multicolores. Voilà, c'est aussi une carte qui a cette option-là. C'est une carte que moi j'aime beaucoup. En plus, toi tu jouais déjà dans ce cube-là, si je dis pas de bêtises, donc c'est Fosse au Charognard, ou c'est peut-être pas Fosse, mais c'est ça, oui. Un autre terrain de Charognard, qui est un désert, lui, et qui, pour 2 incolores, on sacrifie un désert et on exile tout le cimetière du joueur ciblé. Et qui est une carte, en plus, qu'on va pouvoir garder et faire à n'importe quel moment, là où celle-ci va arriver en jeu une seule fois, faire son effet une seule fois. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les cubes qui ont des archétypes liés au cimetière, ne pas du tout mettre d'interaction avec le cimetière, c'est assez dangereux. C'est ça. Si on prend l'exemple de mon cube artefact, aujourd'hui, il a très peu d'interaction avec le cimetière. Il en a une, globalement, qui est en plus très puissante, qui est l'écharpe de lion. Mais en dehors de ça,
il n'a pas vraiment de manière d'empêcher l'adversaire d'interagir avec son cimetière, à part en lui détruisant justement ses enablers, mais c'est tout. Le défaut de ce genre de situation, c'est que si votre archétype cimetière il est oppressant, vos adversaires ils vont être complètement dans l'incapacité d'interagir, et ça va être une espèce de course un peu débile, où vous allez essayer de tuer votre adversaire ou de mettre en place vos synergies avant que lui arrive à mettre en place les siennes. On va avoir des sensations un petit peu de commandeur multi, où c'est on fait un peu notre boui-boui dans notre coin et on va essayer d'exploser plus rapidement. Et ça donne rarement du Magic très tendu avec du tir à la corde comme on aime bien, du back and forth. Là, c'est une carte qui effectivement va vous donner cette capacité à dire alors non, pas comme ça, pas maintenant, mais qui va pas mettre un énorme stop si jamais l'adversaire il a plus. Voilà. Si l'adversaire il a des cartes comme Ogak qui vont avoir besoin d'exiler plein de cartes du cimetière, c'est une carte qui va pouvoir juste ralentir l'adversaire en disant je t'enlève 3 cartes si jamais il n'y a pas de cible particulière. Si jamais, encore une fois, on parle d'un deck avec Ogak ou ce genre de choses, vous exilez Ogak, peut-être que dans son deck il a encore Vangelian. Donc ce genre de situation va permettre justement de ne pas avoir besoin d'attendre le moment où le cimetière il est le plus gonflé possible. Parfois vous allez juste avoir besoin de poser ce terrain pour pouvoir faire votre land drop, il y a ça aussi. Et ça n'empêche pas pour autant d'avoir des mini combos où vous allez pouvoir le mettre en jeu à instant speed. C'est ça. Crop Rotation est toujours une carte qui existe. Ça peut permettre quand même de gérer à instant speed, de la même manière que le ferait un marécage de Bojuka, mais juste pas entièrement faire que ton adversaire a perdu la game et ne peut plus revenir, quoi. Il a, comme le disait Antonin, vraiment cet avantage de ne pas être lié à une couleur. Je pense qu'on sous-estime à quel point c'est important, à moins que vous n'ayez vraiment envie de dire que dans votre cube, l'identité de l'exil de cimetière est noire. Aujourd'hui, dans Magic, les exils de cimetière, ils sont beaucoup en blanc et en noir. Il y en a un petit peu en vert aussi. Et le souci... Et il y a Mud Hall. Et il y a Mud Hall et on sait pas pourquoi. En fait, le défaut de ces cartes-là, c'est que vous pouvez assumer que ça fait partie de l'identité colorée, mais le fait d'avoir des outils pour se battre contre votre adversaire, normalement, ça ne devrait pas être autorisé à une seule couleur. Il y a, oui, si jamais votre adversaire joue un deck artefact et que vous avez le malheur de jouer mono noir, ça va être compliqué pour vous. Mais vous pouvez lui faire défausser des artefacts, vous pouvez lui détruire ses créatures, vous pouvez faire plein d'autres choses pour le gêner. Et le défaut, c'est que les decks qui jouent très très fortement avec le cimetière, parfois il n'y a que les interactions de cimetière qui vraiment peuvent faire la différence. Donc en avoir des qui sont incolores et que tout le monde va avoir une chance de pouvoir jouer s'il veut en prendre une dans le draft, c'est souvent hyper intéressant. Et elle a aussi l'avantage, comme beaucoup qu'on peut voir en artefact, de ne pas être morte si ton adversaire ne joue pas avec le cimetière. Ça pourrait peut-être juste une carte qui va te fixer. Alors oui, c'est un tap-land, tu vas pas pouvoir te fixer avec au tour 1 a priori, mais déjà dans tour 4, tour 5, pouvoir exiler 2-3 cartes dont on n'a plus rien à faire, te fixer et te permettre de lancer tes cartes à double blanc ou ce genre de choses, ce sera efficace aussi. Voilà, c'est un peu des effets qu'on retrouve sur les artefacts actuels qui exilent les cimetières, de mode on peut les recycler ou ce genre de choses. Donc c'est jamais une carte complètement morte non plus. Moi, la carte dont je souhaitais vous parler, c'est Foudroyeur de Monde. Oula. C'est une carte qui est sortie en Zendikar. C'est une créature pour 5 mana, dont 2 blancs, avatar. C'est une 4-4 et elle a une capacité déclenchée qui dit au début de votre entretien, vous pouvez choisir un type de carte. Chaque joueur sacrifie un permanent de ce type. Cette carte, elle n'est pas sans vous rappeler d'autres cartes de Magic. Globalement, un archétype qu'on appelle l'archétype Stax. Donc un archétype où on va faire sacrifier des permanents à chaque joueur, à chaque tour, dans le but de créer de l'attrition et d'amenuiser les ressources de votre adversaire petit à petit. Pourquoi est-ce que je trouve cette carte particulièrement intéressante ? Eh bien, la raison pour laquelle je veux vous en parler, c'est que si on regarde ces petites copines, eh bien elles sont vachement plus jouées qu'elles. Grande Cheminée, qui est donc Smokestack, vraiment la carte qui a créé l'archétype, jouée dans 4,15% des decks. Alors qu'aujourd'hui, beaucoup disent que Smokestack, c'est un petit peu trop lent, puisque le tour où vous la jouez, l'adversaire il va rien sacrifier quand c'est son tour. Vous avez Nat, Séide de la Coterie, qui est donc Braids en anglais, qui est vraiment la carte emblématique de l'archétype. Aujourd'hui, même on parle de Braids presque plus qu'on parle de Smokestacks. 2,39% des cubes.
Et ensuite, vous avez Fatalité Prédite, qui est donc un enchantement Orzhov, qui est apparu en Eldraine, et qui, pareil, fait sacrifier des permanents non jetons non terrain, donc c'est très très fort pour aller taper les cartes de l'adversaire, les cartes actives. 1,5% des cubes. Foudroyeur de monde, qui pourtant est une carte plus ancienne, n'est joué que dans 0,38% des cubes, soit 1104 cubes seulement sur cube Cobra. Alors que je pense que cette carte se combine merveilleusement avec les autres cartes dont je viens de parler. Premier avantage, elle coûte 5 mana, donc elle ne va pas être en compétition sur le slot dans votre curve. Vous allez pouvoir curver l'un puis l'autre, ça c'est nickel. En tant que créateur de cubes, c'est intéressant, vous n'avez pas forcément envie de proposer tous les payoffs, tous les enablers au même coup de mana, mais même en tant que joueur, quand vous faites votre deck, c'est intéressant. Deuxième chose qui est intéressante, c'est une 4-4. La grosse faiblesse de Stax en général, c'est d'avoir très très peu de board presence, parce que vos payoffs ils coûtent du mana, vos enablers coûtent du mana, et du coup souvent vous allez avoir des merdouilles et vous n'avez rien qui vient vraiment bloquer, qui vient vraiment vous défendre. Là on est sur un body qui est un peu plus solide, tout ce qui a 3 de force ou moins vous allez le bloquer safe. Mais la raison pour laquelle la carte est hyper intéressante, c'est que c'est une carte qui va vous permettre de sélectionner ce que vous allez détruire. Ça a 2 avantages, évidemment. Le premier, ça va être de choisir des types de permanents dont vous ne disposez pas. Si jamais votre adversaire a un enchantement et vous n'avez pas d'enchantement, vous dites enchantement, puis l'adversaire va sacrifier son truc et vous n'allez rien sacrifier. Et la deuxième raison, c'est que si jamais votre adversaire il a plein d'artefacts de merde, qui vous en avez rien à faire, mais par contre il a une seule créature, et cette créature elle vous emmerde, et vous allez choisir créature, et là votre adversaire, il l'a dans l'os. C'est une carte que je trouve hyper intéressante pour compléter ces decks-là. C'est une carte qui va vous permettre de tuer, entre guillemets, relativement rapidement l'adversaire, et c'est important dans ces decks de pas non plus trop pioncer, même si c'est des decks qui ont l'avantage, une fois que vous allez commencer à mettre vos pièces, mais l'adversaire a toujours la possibilité de pouvoir finalement s'en remettre. Au lieu d'attendre que votre adversaire ait sacrifié jusqu'à son dernier terrain pour pouvoir le tuer, avoir la capacité d'aller sniper les cartes les plus impactantes de l'adversaire, c'est super intéressant pour derrière venir l'attaquer, venir mettre des dégâts. La carte se combine extrêmement bien, elle est extrêmement peu jouée. Je pense que juste beaucoup de personnes ne la connaissent pas. Si tu mets Nat dans ton cube, en général, c'est que tu as un projet, c'est pas juste pour faire joli. Et du coup, je pense que cette carte, elle se combine extrêmement bien avec. Oui, surtout que quand tu commences à en avoir plusieurs, où tu vas pouvoir mettre les triggers dans l'ordre que tu veux, là ça commence à être très intéressant. Et ça se combine aussi pas mal avec la Nat à 3 mana, qui elle aussi a l'avantage de mettre ce genre d'effet sur un CCM autre que 4. Et du coup, de pouvoir essayer de commencer à forcer l'adversaire à tu sacrifies une créature au début de mon tour avec le foudroyeur de monde, puis je vais te demander de sacrifier une autre créature à la fin de mon tour, et du coup vraiment mettre la pression sur les permanents que tu as envie de gérer. Voilà. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode du Maître Cube vous a été présenté par Lucas Forlacroix ainsi que par Antonin. Merci Antonin d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir. La musique est produite par Léa Ikash, les visuels sont réalisés par Ophélie Pimbergri, le jeu de cartes Magic l'Assemblée est produit par Wizards of the Coast. Continuez de jouer à Magic, continuez de cuber, et à bientôt pour un nouvel épisode du Maître Cube.